Je suis Sophie Saka, je suis maître de conférence à l'École centrale de Nantes, donc je viens de Nantes. Je suis affecté au laboratoire de recherche, donc le laboratoire des sciences du numérique de Nantes, qui s'appelait avant, si vous connaissez le laboratoire de recherche, l'IRSIN, l'Institut de recherche en communication et cybernétique de Nantes. Et donc je suis affecté dans une équipe de robotique. Je me concentre au point de vue recherche. Donc je suis toujours entre l'humain et la robotique en fait, je suis naturellement pluridisciplinaire. En recherche, je me concentre sur la modélisation mathématique de l'humain, de l'équilibre en fait de l'humain, pour le retranscrire sur des machines humanoïdes. Le but à long terme, c'est de faire de la prothèse, avec des prothèses qui vont fonctionner de la même manière que le modèle naturel. Vous voyez le truc? C'est-à-dire, si vous perdez une jambe gauche, je vous mets à la place un robot qui va remplacer cette jambe naturelle. Si ce robot marche dès le départ, en fait, à peu près, si la jambe gauche marche à peu près comme la jambe droite, dès le départ, avec un modèle qui est basé sur votre expérience, votre morphologie, vos réactions nerveuses et tout un tas de choses, après un système d'apprentissage autonome, plus connu sous le nom d'intelligence artificielle, un système d'apprentissage autonome pourra varier légèrement les paramètres pour que cette jambe gauche marche exactement comme la jambe droite très rapidement et que ça ne détruise pas la colonne vertébrale. D'accord? Je vous répare d'un côté, c'est pas pour décaler le problème, mais pour réparer le problème. Parallèlement à ces activités, j'ai fondé en 2014 une association de 1901 d'intérêt général, l'association Robot, dont l'objectif est de diffuser auprès du grand public des connaissances et des compétences sur les robots et sur leur utilisation. Le principe est de redonner au public en fait les connaissances technologiques de la technologie qui est en train d'évoluer. Donc cette association, d'un côté, elle a des activités régulières qui sont des conférences, bien sûr, qui sont des ateliers de robotique pour apprendre à programmer, qui sont de l'événementiel à base de robots. Et à côté de ça, il y a un travail de recherche sociétale pour répondre à une question qui a l'air simple, c'est comment aujourd'hui les robots peuvent améliorer notre quotidien. Donc ça a l'air simple comme ça inclut en fait toutes les applications sociétales, robotiques possibles et imaginables. Donc le premier projet de recherche qu'on a fait, par exemple, c'est sur l'accompagnement thérapeutique de l'autisme. Utiliser le robot comme un médiateur dans ce cadre très extrême de l'autisme, qui donne donc un système cognitif particulièrement défaillant. Ils n'ont pas de limite au monde bien définie. Et grâce au robot et à un accompagnement, on a pu reconstruire leurs limites au monde et ainsi, quelque part, apaiser toute l'angoisse qu'ils subissaient du fait de cette absence de limites. Et leur permettre d'avoir une vie en intégration, c'est-à-dire ouvrir les possibilités de la scolarisation pour ceux qui n'étaient pas scolarisés. Alors il n'y avait pas de cloisonnement sous tout le trouble autistique. Ou améliorer les capacités de communication volontaire, de concentration et tout ce qui en découle. Donc si au début le projet était considéré comme inutile car on disait les autistes ne peuvent pas programmer puisqu'ils ne peuvent pas se concentrer plus de 5 minutes d'affilée pour la plupart, ce qui est vrai au début. Et comme leur concentration augmente, eh ben, ils arrivent très bien à programmer les robots. En plus, ils ont une affinité très particulière avec ce médiateur très particulier. Un deuxième projet qui a été lancé, donc c'est une réflexion depuis 2017, c'est une réflexion sur l'évolution des métiers par l'évolution technologique. Donc nos métiers vont changer parce que nos technologies sont on est en train de passer nos compétences en fait, professionnelles à notre technologie qui devrait pouvoir nous remplacer le cas échéant, nous assister aussi, ou c'est-à-dire remplacer un assistant humain ou autre. Qu'est-ce qui se passe au niveau sociétal et comment on gère ça et comment on gère la transition surtout pour que tout le monde s'y retrouve. Donc je vous parle beaucoup de robots, mais en fait les robots dans l'association on s'en fiche un petit peu, on est des humanistes. Donc ce qui nous intéresse en fait c'est vraiment l'homme. Enfin, le robot s'il ne va pas on le fait évoluer, on le répare, on le remplace. Mais par contre l'humain pour qu'il s'épanouisse en fait dans cette nouvelle société qui est en train de se mettre en place, hyper technologique, là il y a une réflexion un petit peu de délicatesse à avoir pour que le système fonctionne convenablement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup plus de la robotique d'assistance. On devait être deux aujourd'hui, et la deuxième personne était de l'usage en fait, de l'hôpital Broca, et devait plus particulièrement se concentrer sur les usages de ces robots d'assistance. Donc là, je vais vous parler beaucoup de théorie, après je vous ferai quand même une parenthèse sur l'éthique et l'évolution possible que ces robots vont avoir, mais dans le monde médical. On se concentre sur le monde médical. Et je vais même me concentrer sur certains robots d'assistance particuliers. Mais je vais commencer par définir tout ça. Donc déjà, un robot, c'est une machine. Comme un aspirateur, comme une cafetière, comme tous ces robots. D'accord? C'est une machine, de base. C'est une machine qui a une particularité, elle est capable d'interagir avec son environnement. Donc c'est sa grande particularité par rapport aux autres machines qui existent, c'est cette capacité d'interaction.
capacité d'interaction qui, si l'informatique le permet, peut être aussi une capacité d'évolution. On parlait d'apprentissage, d'accord? Si la machine est capable d'apprendre, elle est capable d'évoluer, elle est capable de s'adapter, et particulièrement, elle est capable d'interagir. Il y a dans cette machine, donc de la mécanique, 4 domaines, 4 domaines scientifiques: mécanique, électronique, informatique et commande. Ce sont 4 domaines qui avant étaient complètement séparés dans le monde des machines différentes. Donc la mécanique pour travailler tout ce qui est mécanisme, etc. L'électronique pour tout ce qui est capteurs, signaux d'entrée ou de sortie. Donc l'informatique, c'est l'ordinateur. Et la commande, en fait, c'est comment je traduis en fait, les informations de l'électronique en actions qui vont être faites par le biais de l'informatique. La commande, c'est en gros, premièrement, qu'est-ce que je fais faire à mon système en fonction des informations qu'il reçoit, et deuxièmement, comment je vérifie que ce que fait mon système est bien l'instruction que je lui ai demandé de faire. C'est ça, donc, basiquement, le robot, il va faire une boucle en permanence: perception, prise de décision, action. Donc c'est une machine qui est physique, la mécanique est incontournable. On vous parle de robot virtuel aujourd'hui, donc c'est encore l'utilisation abusive d'un mot. Un robot, c'est une machine qui est physique. Mais ça couvre beaucoup de choses. Par exemple, on a des radiateurs avec des thermostats. Si je mets dessus un système informatique, donc il y a déjà les capteurs, c'est une machine, c'est un mécanisme physique, même s'il ne bouge pas. Je rajoute donc dans cette informatique une loi de commande particulier qui va faire varier la température, donc de la machine en fonction de la température extérieure. Là, j'ai déjà un robot, puisqu'il est capable d'interagir en fait avec ces 4 domaines qui sont regroupés. Si je lui mets en plus un système d'apprentissage autonome, donc si j'ai un capteur qui prend la température extérieure, plusieurs capteurs à l'intérieur, il peut apprendre à réguler la température intérieure, quelles que soient en fait, les variations des températures extérieures. Donc là, cette intelligence artificielle va reconstruire finalement le modèle de mon logement, en fonction de son isolation, etc. Voilà. Donc robot, perception, décision, action, on fait cette boucle, on tourne, et un robot d'assistance, donc dans la définition la plus générale qu'on peut faire, c'est une machine qui va aider à la réalisation de tâches quotidiennes par une assistance personnalisée. Là, on voit bien l'adaptation en fait, de la machine à l'utilisateur de cette machine. Donc son objectif basique, c'est faire de la prévention, de la prise de décision et de l'adaptation. Pour faire simple, ce qu'on cherche à faire avec un robot d'assistance, c'est reproduire mécaniquement toutes les capacités qu'un homme aurait. Mais sans avoir par-dessus, en fait, l'intentionnalité de l'humain, etc. Ou d'autres choses de ce type. Donc cette machine, elle peut avoir la capacité d'évoluer dans l'environnement humain, il faut qu'elle ait la capacité d'évoluer dans l'environnement humain actuel et manipuler les objets utilisés par des humains. Et là, on travaille complètement sur le paradigme du robot compagnon. Donc vous avez un compagnon, donc le robot compagnon, c'est un robot qui est entièrement programmé, doté d'une personnalité, c'est du programmeur, basiquement. Si vous avez un système d'adaptation par-dessus, ce compagnon peut s'adapter à vos habitudes, à vous spécifiquement. Vous avez une manière de faire la vaisselle, vous pouvez demander à votre robot de le faire comme vous le faites, et non pas comme les statistiques lui disent de le faire. Voilà. C'est ça l'adaptation qu'on a demandé. Donc, capacité d'évoluer dans l'environnement actuel et de manipuler des objets utilisés par les humains, ça veut dire que, en gros, si j'ai un robot d'assistance chez moi, ce robot d'assistance ne devrait pas nécessiter l'acquisition d'autres types de matériel. C'est-à-dire, j'ai ma cafetière, il utilise ma cafetière. J'ai ma machine à laver, il utilise ma machine à laver. J'ai mes sièges, il utilise mes sièges. Si apparemment il a son siège, un robot. Mais voilà. Alors là, ça va être difficile. Donc, les applications qu'on envisage pour le moment, c'est en santé principalement, et c'est pour les seniors et les handicaps. Et là, je reviendrai dessus quand je parlerai de l'éthique tout à l'heure un petit peu, ou de la vision, des perspectives qu'on peut avoir pour la robotique. On parle du senior pour la silver economy, pour le handicap, parce qu'il y a des budgets qui arrivent dans cette thématique de recherche qui est très nouvelle, qui démarre, qui est encore pas assurée sur beaucoup d'aspects. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce qu'on s'entend sur ce que je dis ou c'est bon là? D'accord. Moi, je m'entends à peine. Donc voilà, et en fait, les prospectives à long terme, ça va faire une assistance systématique des populations. D'accord, c'est ça l'objectif. Assistance systématique des populations. Les populations, c'est nous.
Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir tous un robot chez soi. Vous avez vu par exemple le film iRobot. Qu'est-ce que je veux? Je veux avoir un robot chez moi qui est capable d'utiliser tout mon environnement, c'est-à-dire une fois que j'ai le robot, je le lâche dans ma maison, dans mon jardin, etc. Et il est capable de tondre la pelouse, de nettoyer les vitres, de me préparer des repas comme je les aime, ce que j'aime manger moi, de recevoir éventuellement des invités, c'est-à-dire de pouvoir faire des choses peut-être plus élaborées, de s'occuper du maintien au niveau de l'hygiène, c'est-à-dire changer les draps, laver le linge, les tendre, etc. Bon, c'est-à-dire tout ce qui est charge pour moi aujourd'hui pour m'entretenir et vivre, cette machine devrait être capable de le faire, et le tout sans intentionnalité, c'est-à-dire sans me conseiller sur la manière de faire les choses. Elle va juste faire en fonction de moi. Je suis le centre en fait de son attention. C'est pas comme on parle de compagnon, mais il faut faire très attention. C'est-à-dire c'est pas un compagnon c'est un câble humain qui est doté lui-même de sa propre intentionnalité. Or le robot est une machine qui a mon service. Vous voyez la distinction? Donc c'est très pratique, je suis ravi de l'avoir, mais c'est pas un ami, ça remplace pas l'humain, pas une fois. Donc autre capacité, donc un transfert des données vers les centres médicaux pour aider à prédire les difficultés de la prise d'âge. Typiquement, on va suivre des gens chez eux, le Google Home, d'accord, il y a déjà plein de gens qui l'ont déjà chez eux. On va récupérer un maximum de données sur les gens pour les voir évoluer et voir qu'est-ce qui se passe quand ils prennent de l'âge, quand ils se cassent une jambe, quand ils traversent des périodes de leur vie, quand, etc., etc. On va récupérer un maximum de données. D'accord, le moindre stress est récupéré pour savoir à quoi est lié ce stress et comment on pourrait éventuellement l'empêcher par la suite ou en tout cas aider à le gérer au niveau cognitif. Donc ce qu'il y a besoin ici, ce sont des données. Un maximum de données pour faire des statistiques larges sur un maximum d'humains en fonction de leur pays d'origine et en fonction de leurs habitudes. Une fois que vous avez les données, vous pouvez les rentrer dans la machine et éventuellement créer des machines qui sont le plus adaptées possible au maximum de gens. D'accord, c'est le principe. Alors les robots d'assistance, on pense tout de suite en fait à des robots humanoïdes. Ça dépasse le stade humanoïde. Un aspirateur en fait est considéré comme un robot d'assistance. Un aspirateur robotique est considéré comme un robot d'assistance. Ici on va se concentrer dans le soin médical, et le soin médical, la forme humanoïde est absolument fondamentale parce qu'en fait c'est un robot qui va servir d'interlocuteur et de transfert affectif pour des gens qui sont dans des situations de demande affective ou d'insécurité. Donc la forme ici est très importante, je vous en ai mis quelques-uns. Le robot Roméo, ici, qui est fabriqué par Centre Robotics, ceux qui fabriquent le Paper et le Paper, ou le Nao. Le Nao, je les ai pas. Qui est présenté ici assistant des personnes âgées, donc soit en leur apportant un plateau, en leur servant un verre d'eau, ou en leur donnant une assistance en fait, qu'un humain normalement devrait pouvoir le faire. Vous avez ici le robot Robert, donc Robert c'est Ours, le robot Ours en fait, qui a une tête tout à fait sympathique et qui est vendu comme pouvant soulever des corps. Donc l'objectif, là on est complètement dans l'assistance aux soins. Les personnes qui travaillent en hôpital donc, se cassent le dos à aider les gens à s'asseoir, à se lever, à se sortir du lit pour aller dans une feuille, etc. Dans un fauteuil. Le robot est ici pour assister donc, dans ce type de service et transporter les gens d'un point A à un point B. Vous avez le Honda ici que vous voyez en train de servir un plateau à quelqu'un qui a une blouse blanche, donc a priori soit un chercheur qui représente soit un chercheur, soit un médecin. Vous avez alors un robot qui n'est pas de forme humanoïde, qui est globalement une tour qui se déplace sur roue, avec une tablette dessus et un bras mécanique qui permet donc de donner des choses, un verre d'eau par exemple, des choses comme ça. Par contre, il n'y a qu'un seul bras mécanique, ça veut dire qu'il peut donner le verre d'eau, mais pour le servir au robinet, souvent il faut les deux bras. Et là, un autre exemple de robot, donc on ne le voit pas très bien, le robot Care, donc ça c'est un projet de recherche, il n'est pas commercialisé. Taille humaine, et là on voit ce robot illustré en train de pousser un fauteuil roulant. Là où il faut regarder très prudemment, alors je vous ai rajouté cette image là parce qu'elle m'a beaucoup fait rire. Donc ça c'est le robot Pepper, lui il est opérationnel, il est vendu pour l'événementiel principalement. Il travaille aussi avec les personnes âgées, par exemple Laurence Devilliers travaille beaucoup sur l'analyse des émotions détectées sur les visages des gens. Et aider les personnes âgées à penser, à reprendre des pilules, à boire et à faire des choses. Donc là je l'ai mis un petit peu pour rigoler parce que donc ça c'est une émission de télévision qui est passée et la personne passe par la canicule, donc des robots d'assistance en cas de canicule.
Alors pourquoi je trouve ça très drôle? Parce qu'un robot c'est un ordinateur, et l'ordinateur c'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux quand il fait chaud. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vécu une canicule avec un ordinateur, en général votre ordinateur il est en vrac, il se met en sécurité comme ça. Voilà. Surtout celui-là qui n'a qu'un seul ventilateur et donc qui chauffe très rapidement. Donc tous ces robots qui sont là, ils sont assez jolis, ils ont un objectif, servir des repas, aider les gens en institution à porter des corps, apporter donc une assistance quotidienne sans avoir besoin d'appuyer la peine d'humain, ou de pousser un fauteuil, etc. Donc vous voyez, il y a le remplacement en fait de l'infirmier ou de l'infirmière qui est très largement suggéré dans toutes les images qui sont montrées ici. Alors, on reviendra sur où est-ce qu'on en est en réalité, parce que là, bon, ça fait rêver un petit peu. Hein. Ah ouais, d'accord, on voit déjà des robots, ils peuvent nous servir à manger, ils peuvent, de manière autonome, nous prendre dans leurs bras pour nous amener notre part, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne voit pas en fait le passage entre la personne sur le lit et la personne dans les bras du robot. C'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire, oui, il peut porter un corps, par contre, il ne peut pas forcément le prendre. Donc il faut mettre le corps dans les bras du robot. Vous voyez le truc? Là, oui, peut-être, il peut apporter un verre d'eau, mais le verre d'eau, il est incapable de se servir. Donc il faut lui mettre le verre d'eau dans la main. Là, oui, donc là, pareil, il y a une bouteille d'eau, alors là, il a dû la prendre sur la table. Par contre, c'est pas du tout garanti que le robot ait réussi à localiser la bouteille d'eau sur la table pour la donner à la personne. D'accord, le système de localisation est très gourmand. Typiquement, un robot japonais humanoïde qui est de taille humaine, le HRP, il a 2 processeurs embarqués. Il y en a un qui est voué uniquement à la vision, donc tout ce qui analyse de la vision de l'environnement, des caméras, et l'autre processeur est pour tout le reste. Donc le mouvement, calcul de l'équilibre, etc. Donc là, il est possible que les caméras du robot et le système informatique embarqué ne permettent pas de localiser les objets, parce que c'est trop gourmand au niveau informatique en fait. Donc ce robot qui est un projet, c'est pareil. Il a été designé sur 2 jambes, tenir l'équilibre pour un robot c'est extrêmement compliqué. Alors si à la chaise roulante ça se passe bien, mais si la dame elle décide de se lever par exemple, la chaise roulante part un peu plus vite, le robot vous êtes sûr qu'il est par terre. Pour l'instant. Donc voici un petit peu la part de rêve, ce qu'on voudrait demain dans les hôpitaux pour nous assister. Vous en avez d'autres parce qu'on pense au robot humanoïde, mais il n'y a pas que ça. Le Bestic là-bas, qui est commercialisé aussi. C'est un robot qui permet d'assister des gens pour manger. Donc il y a une fourchette, je dirais, il pose l'assiette devant et donc il va localiser la bouche de la personne et il ne se trompe pas trop, c'est-à-dire vous ne prenez pas trop de nourriture dans le nez. Voilà, donc là c'est un autre robot devant un plateau repas, donc il va vous servir votre plateau repas. Remarquez le design de ce robot. D'accord, ça laisse un peu plus l'envie de rester dans votre lit et de ne plus bouger. D'accord, il ressemble un petit peu plus à un ABC Warrior ou comme ça. Et là, vous avez un exemple, quelqu'un qui est tombé du lit dans un hôpital, il est par terre, et donc vous avez un robot qui va venir pour l'aider à se relever. Ici, la photo n'est pas très visible. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir en fait que ce robot, il n'a pas forcément une forme humanoïde, même s'il a 2 bras pour soulever la personne. Une qui passe sous les jambes et une qui passe sous les épaules. Par contre, il n'a pas la forme humanoïde parce qu'en fait, quand vous regardez ces robots-là, à part celui-là qui est designé exprès pour, les autres n'ont pas la force dans les bras pour soulever un corps. Ce qu'il faut savoir, c'est par exemple en robotique industrielle, ils vont soulever des poids qui sont très lourds. Pour soulever et manipuler une masse de 20 kg, vous avez besoin d'un robot qui fait 250 kg. Actuellement. D'accord? Alors c'est un robot industriel, très précis, rigide, etc. 250 kg pour manipuler 20 kg. Et le robot est soudé au sol. Donc là, vous imaginez une base mobile, etc. C'est pour ça que je vous dis que c'est extrêmement compliqué de prendre un corps parce que vous êtes en porte-à-faux sur l'avant, tout le poids vers l'avant. Il faut maintenir l'équilibre. Là, ce robot n'a aucun système pour maintenir son équilibre, c'est-à-dire faire un contrepoids vers l'arrière et après soulever le robot. Donc une fois que le corps est à la verticale, ça se passe bien. Par contre, pour mettre le corps d'une situation horizontale à une situation verticale, cette dynamique-là est extrêmement compliquée à faire entrer dans le robot. C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, c'est pas évident en fait, que ce robot-là soit capable de prendre en fait, le corps sur le lit ou de le reposer dans une chaise. Alors la réalité, aujourd'hui, c'est à peu près ça en fait. D'accord, vous avez une tablette qui roule, qui se déplace, avec des caméras éventuellement, des capteurs qui sont un petit peu autour, donc elle connaît un peu l'environnement. Et la vraie interaction que les gens ont actuellement avec ces robots, c'est eux qui la donnent via la tablette. Donc sur la tablette, sur les systèmes informatiques, est chargé un programme. Le programme qui est adapté à la personne, c'est sur mesure,
et elle va lancer ses programmes occupationnels, par exemple, ou de discussion, ou de connaissances, ou des émissions de télé, ou une communication avec quelqu'un qui est à distance, appeler le médecin, ou des choses comme ça. Mais par contre, c'est l'opérateur qui lance ce système. Donc, quels sont les objectifs de ces robots? À part nous faire rêver, simplement, l'objectif de base, c'est assister l'humain de la même façon qu'un autre humain le ferait. C'est-à-dire, on cherche à créer le robot compagnon. Un alter ego qui a toutes les capacités de l'humain, sans sa prise de décision en tant qu'humain, sans son identité humaine. Voilà. Donc ça regroupe de l'occupationnel, on veut qu'il fasse des interactions, de la conversation, etc. Ça regroupe donc une assistance au niveau du mouvement, pouvoir être aidé à se lever, à s'asseoir, à marcher, à stabiliser la prise, etc. C'est-à-dire être capable de manipuler un corps, en l'occurrence. C'est-à-dire un corps qui va jusqu'à... Alors, il y a quelques temps, on aurait pu dire jusqu'à 70 kg, 80 kg peut-être. Aujourd'hui, vous savez que la population est en prise de poids, donc il faudra qu'ils puissent manipuler des corps allant jusqu'à 120, 130 kg, sans problème. Il faut, donc pour la communication extérieure, il faut qu'ils soient capables de prendre cette décision, de prévenir éventuellement des secours, de donner des nouvelles à d'autres personnes de manière automatique, souhaiter un anniversaire éventuellement. Si la personne est en train de dormir et que sa fille et ses petits-enfants téléphonent qui sont aux États-Unis, le robot est capable d'enregistrer, de tenir la conversation avec la personne, d'enregistrer et de la remasser à la personne quand elle se réveillera, par exemple. Elle gère tout ça. Au niveau cognitif, donc, un rappel des activités prévues, des prises de médicaments, mise en place des services, des repas, un apaisement d'une manière généralisée de la personne. Au niveau de la prévention, donc, vérification des paramètres de vie, c'est-à-dire on pouvait avoir un bracelet électronique qui va vérifier la température de l'air, la température de l'eau, le rythme cardiaque, la tension, le stress, l'angoisse, tout ça, pour que le robot puisse agir en conséquence. Donc récupérer des données de la personne qui donne des informations au système qui va lui permettre d'agir. D'accord? Perception, décision, action. Toujours. C'est bon. Donc ça, c'est le rêve de la robotique d'assistance dans le milieu, entre autres, médical, c'est-à-dire hospitalier, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit à domicile. Bien sûr, vous avez les deux. À domicile, ça sera une assistance, par exemple, ils font de plus en plus des appartements complètement équipés. Donc l'appartement est équipé et en plus doté d'un robot. L'avantage, c'est que tout est normé pour l'usage, en fait, pour l'usage médical. Et en plus, comme les appartements sont nouveaux, vous pouvez déjà le doter d'un certain nombre de capteurs qui permettent de récupérer les informations de la personne qui vit à l'intérieur. La réalité, donc je reprends mes petits points. Pour l'occupationnel, vous avez une tablette interactive. Donc l'occupationnel, c'est pas le robot qui le gère, c'est vous. Vous appuyez sur les boutons. D'accord? Et ça marche bien. Pour les mouvements, vous avez besoin d'une assistance humaine. Typiquement, auquel le robot peut porter un corps, il faut une assistance humaine pour mettre le corps dans les bras du robot. Pour la communication extérieure, c'est intégralement programmable, donc par contre ça a un coût. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est par exemple, vous voulez acheter un robot Pepper pour mettre chez vous, donc le robot en lui-même, c'est à peu près 20 000 €, d'accord? Si vous voulez, avec le programme qui vous convient, vous rajoutez 20 000 € encore. Donc le Pepper plus le programme informatique qui est adapté à vos usages, à vos habitudes, c'est 40 000 € aujourd'hui. Et c'est non évoluable souvent ce programme, c'est-à-dire si vous voulez faire des évolutions potentielles, il faut encore rajouter de l'argent par-dessus. Secours, c'est uniquement dans les cas extrêmes, par exemple la détection d'un corps immobile au niveau du sol. Donc là, le système est capable de détecter que le corps ne bouge plus. Si en plus la personne meurt, évidemment, donc là vous avez aussi la détection de la température, variation de température. Donc là, c'est directement mis en situation de décès, ou proximité du décès, etc. Donc les secours, c'est uniquement dans les cas très extrêmes, on va dire. Ou si la personne ne s'est pas levée pendant 2 jours. Le système peut détecter ça. Pour le cognitif, donc rappel des activités prévues, oui, puisque c'est une tablette, hein, c'est comme un téléphone qui va sonner pour vous dire aujourd'hui vous allez au cinéma à 15h. Il n'y a aucune interaction réelle. Pour les prises de médicaments aussi, et c'est un peu comme vous savez, c'est un peu comme les ceintures, les rappels que vous n'avez pas votre ceinture dans la voiture, ceinture de sécurité. Donc vous avez un truc, ça peut être un message, hein, là ça bip, mais ça peut être un message, genre vous n'avez pas pris vos médicaments. Et tant que vous ne les prenez pas ou vous n'appuyez pas sur un bouton, le système va le répéter avec plus d'insistance. C'est assez énervant. Donc prise de médicaments, mise en place et service des repas,
mise en place, alors c'est pas très élaboré, elle ne va pas vous faire un bœuf bourguignon façon grand-mère, mais il est capable bon, de prendre des choses de base pour les mettre sur un plateau et vous servir un repas. Voilà, alors c'est pas forcément un humanoïde qui fait ça, vous avez un robot spécifique pour la fabrication des repas. Pour la prévention, c'est via les objets connectés, et normalement une personne de l'usage devait venir aujourd'hui pour vous en parler. Vous parlez en fait de l'utilisation au quotidien des objets connectés pour les personnes justement type Alzheimer, en situation de demande. On rencontre un certain nombre de difficultés par rapport à ces systèmes, parce qu'on peut se dire, voilà, si la technologie est si avancée que ça, comment se fait-il qu'on ne puisse pas encore faire un robot compagnon un peu plus élaboré? Et donc les principales difficultés qu'on va rencontrer, c'est au niveau, donc la sécurité en gros, au sens large. Donc bien sûr les capacités mécaniques. Comme je vous l'ai dit, un robot qui va soulever, manipuler 20 kg, il fait 250 kg au niveau industriel. Là, on va soulever, allez, si c'est des petits gabarits, 60 kg, on va dire. Donc vous voyez, vous multipliez par 3, en fait. Donc vous avez un robot d'une tonne pour soulever ça. Donc ça, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Ça veut dire que vous êtes obligé de rogner sur le poids du robot. Or, le poids du robot le stabilise par rapport au masse qu'il manipule. Ça veut dire qu'au niveau sécurité de l'humain, en fait, c'est un petit peu dangereux. Par ailleurs, ce sont des robots qui sont rigides. Ils ne sont pas souples, comme le corps humain qui peut s'adapter. S'ils sont rigides, c'est-à-dire que si vous coincez le doigt dans une articulation, vous n'avez plus de doigt. D'accord ? Ces robots sont très forts. Si vous mettez un petit mouvement, même à vitesse ralentie, et qu'ils vous poussent, ils ont une telle inertie. Vous imaginez une tonne, enfin, même 250 kg. Ils ont une telle inertie que vous ne faites pas le poids, en fait. Donc il y a beaucoup de problèmes de sécurité mécanique liés à la technologie, en fait, qui sont encore à résoudre. Le robot qui est au contact avec l'humain doit pouvoir être ce qu'on appelle compliant. Or, la compliance, c'est l'adaptation. En gros, l'adaptation à ce qui se passe autour de vous, ce qui se transfère autour de vous. Ça veut dire, en gros, si le robot bouge et qu'il sent qu'il y a un obstacle qui vient de se mettre devant sa trajectoire, il est capable de s'arrêter. Ça veut dire qu'il a une très haute adaptation, ça veut dire qu'il a un système informatique qui est très performant. Ce qui en général n'est pas le cas. Donc ça demande l'investissement dans des technologies très spécifiques. Au niveau sécurité aussi, donc ça on y travaille. Le premier point, quasiment tout le monde travaille là-dessus en ce moment, donc ça avance vite. D'ailleurs, on a vu pas mal de robots sortir récemment. Il y a beaucoup de startups qui font des robots compagnons maintenant. Ils ne sont pas encore au point, mais au niveau mécanique, ça avance très très vite. Les petites tailles, ça fait moins peur, donc c'est plus sécure, etc. Au niveau informatique, donc vous avez besoin de capacité informatique. Ça peut être une machine qui est cachée dans un placard chez vous, alors dans un placard aéré, bien sûr, chez vous, qui est puissante et qui envoie les instructions d'action au robot par le biais du Wi-Fi. Donc ça peut se faire comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'on ne pense pas actuellement, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a un virus dans les machines. Si elles sont piratées. Donc il y a beaucoup de problèmes de piratage, on essaie de le mettre silencieusement en ce moment, mais tous les systèmes informatiques qui existent actuellement, que ce soit Google, les autres, Facebook, LinkedIn, ils ont tous été piratés avec des terras de données qui ont été détournées. Ça veut dire que n'importe qui pourrait, avec un certain niveau, c'est pas monsieur Lambda, mais quelqu'un pourrait en tout cas se connecter sur toute une famille robotique pour récupérer les données qu'elle contient. Et ça, c'est problématique au niveau sécurité. Donc ça, c'est de l'intentionnel. Par contre, le virus, si un virus se met sur ces machines, rappelez-vous, un robot de 250 kg quand vous l'avez chez vous, et que ce robot n'est plus contrôlable, vous ne faites plus ce qu'il lui est demandé de faire, il peut faire beaucoup de dégâts. Donc vous voyez, là on voit les problèmes de sécurité qui apparaissent. Vous avez les mêmes problèmes de sécurité au niveau des véhicules autonomes. Véhicules autonomes, d'accord, s'il y a un virus dans toute une ville, la ville est détruite. Ensuite, pour maintenant, il nous faut des environnements adaptés. Donc là, il y a un problème de financier, essentiellement. Environnement adapté, c'est-à-dire que chez vous, vous avez des moteurs qui permettent au robot, en fait, de soit baisser des plateformes, les lever, ouvrir automatiquement. Le plus gros problème qu'on rencontre, par exemple, dans un robot chez une personne, c'est la porte du frigo. Alors ça a l'air tout bête comme ça, hein, parce qu'on se dit, mais c'est complètement évident. Mais en fait, non, c'est pas évident du tout. Le frigo est un objet qui est sous vide. Vous voyez, il y a un caoutchouc autour. Quand vous ouvrez la porte, en fait, vous avez une résistance en premier qui apparaît. Et cette résistance, ça lâche d'un coup. Et ce contrôle, en fait, de ne pas se prendre la porte dans la figure, nous, on le fait très bien. Un système mécanique a beaucoup de mal à le gérer. De toute façon, l'ouverture de porte est un des problèmes de la robotique actuelle très difficile, parce que vous avez un mouvement, en fait, du poignet, une coordination des mouvements, qui est telle que nous, on arrive à le gérer sans se prendre la porte dans la figure. Le robot, il se la prend, et donc il tombe. Et si c'est un robot sur roue pour se relever, c'est extrêmement compliqué.
Si c'est un robot sur pied, en général, c'est très fragile, donc souvent, il peut ne pas se relever. Donc il faut des environnements qui soient adaptés à la robotique. Alors, la part du frigo, bon, c'est un problème qui n'est pas résolu. Ils avaient essayé pour justement faire des films de robots dans l'environnement humain. Donc on ouvre l'utilisation du robot, c'est en gros, monsieur est en train de regarder la télé, c'est un peu cliché, hein, les trucs. Monsieur est en train de regarder la télé le soir, il a envie d'une bière, le robot va lui chercher sa bière. Donc le petit film qui se montre, c'est que le robot, il se dirige vers la cuisine, il y a une chaise qui est déplacée, le robot en profite pour remettre la chaise, alors ça lui prend déjà un quart d'heure en place. Après, il y a quelque chose qui traîne, le robot se baisse pour ramasser et mettre ça où il faut, ça prend encore un quart d'heure, et il va au frigo. Et là, il y a la fameuse ouverture de la porte. Donc au début, ils avaient mis une porte normale, donc avec une poignée. Le robot tire la porte, en fait, la porte, il n'a plus la force déjà d'ouvrir la porte. Ensuite, donc ils ont changé les moteurs, ils mettent des moteurs plus forts, là il a la force d'ouvrir, il se prend la porte de la figure, le robot bascule en arrière. Donc ils se sont dit, ok, on va pas mettre une poignée comme ça, mais on va mettre un bouton, vous savez, il y a des portes de frigo, vous appuyez, et ça libère en fait la pression qui est à l'intérieur. Donc ils ont mis ça, mais pareil, le robot se prend la porte de la figure, il tombe en arrière. Ils ont fini par enlever le vide de l'intérieur du frigo pour réussir à faire le film. Donc voilà où on en est, la réalité. Vous voyez un film, vous dites c'est super, on est vachement avancé et tout. Vous voyez la réalité, en fait, il y a des trucages de partout parce qu'il y a des détails auxquels on n'avait pas pensé. Donc protection des données, vous avez un problème de législation, hein, c'est pas juste le piratage. Hein. C'est aussi de dire, voilà, on va travailler avec par exemple SoftBank Robotique qui va me vendre un robot compagnon pour chez moi, pour assister, je le laisse chez ma mère parce que ma mère est malade, moi je suis à distance et au moins il y a le robot sur place qui va s'occuper d'elle pendant que je ne suis pas là et me donner des nouvelles. Ce robot il enregistre tout. Il a des caméras, il a des capteurs son, il a tout un tas de capteurs, il sait comment c'est chez vous, il sait tout ce que vous avez chez vous. D'accord, il a l'inventaire de tout ce que vous avez chez vous, il connaît toutes vos habitudes, tous vos petits goûts, tout ça il le connaît. Si la société SoftBank décide de faire une collaboration avec une autre société, d'accord, toutes vos données peuvent partir dans cette autre société. Donc ça, c'est un système il faut des systèmes de vérification, de protection qui ne sont pas encore en place. Vous avez un problème de responsabilité. Si le robot tombe sur quelqu'un, qui est responsable? Si le robot fait quelque chose pour lequel il n'est pas programmé, par exemple intelligence artificielle typiquement, okay, c'est un programme qui est censé être capable d'apprendre et de générer des choses de manière autonome. Si les choses qu'il génère mettent les utilisateurs en péril, qui est responsable? Vu que le programme c'est autogénéré, d'accord? Est-ce que c'est le programmeur? Est-ce que c'est la boîte qui fabrique le robot? Est-ce que c'est la personne chez elle parce qu'elle lui a appris des mauvaises choses, etc. Qui est responsable? Donc ça c'est un problème qui est en place. Dans les problèmes, c'est les robots font tellement parler de nous que si jamais quelqu'un endommage votre robot, est-ce qu'il endommage l'objet robot ou est-ce qu'il endommage votre personne? Typiquement pour le cas des prothèses. D'accord? Je casse une prothèse robotique ou je la vole. Est-ce que j'ai endommagé une personne ou est-ce que j'ai endommagé un objet? Alors après, le reste, c'est plus des problèmes de société. L'acceptation, les usages et l'éthique. Donc comme je disais, le premier point, il est complètement travaillé en ce moment. C'est ce qu'on travaille le plus actuellement, c'est on se concentre sur le développement de la technologie pour mettre à disposition des populations une technologie fiable, sécure. Premier point. Le deuxième point, oui, sauf les virus. Les virus ne sont pas du tout travaillés en ce moment. Ils se concentrent plus sur justement la sécurisation des systèmes informatiques, où je pense que le système le plus sécure que vous puissiez trouver, c'est celui où vous n'êtes pas tout simplement pas connecté à Internet. D'accord? Vous avez un boucle interne, et votre système fonctionne en interne, mais sans connexion à l'extérieur, de manière à ce que personne ne puisse s'insérer dans votre système. Mais ils essayent de contourner ce problème. Les environnements adaptés, c'est toute une branche de la domotique aussi qui est en voie de développement. D'accord? Donc ça, c'est en cours, il n'y a pas de souci. La protection des données, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus aussi au niveau de la législation, et ainsi que la responsabilité, surtout qu'il y a eu un accident il n'y a pas longtemps avec un véhicule autonome, et typiquement, là on est sur le cas concret, il s'est passé quelque chose, concrètement on fait quoi et qui est responsable de cette situation? Sachant que le robot n'est pas une personne morale, donc on ne peut pas être jugé responsable. De toute façon, il n'a pas de compte en banque, donc il ne faut pas assumer. Au niveau de l'acceptation, donc ça c'est en cours parce que les robots fonctionnent déjà autour de nous, en fait on les voit pas. Il y a beaucoup de gens maintenant qui ont acheté même des aspirateurs robotiques, qui ont acheté donc, du matériel qui en fait rentre dans la famille robot, et même robot d'assistance.
et qui en fait ne sait même pas qu'il y a autant de robots dans la ville. Donc l'acceptation c'est en cours. Pour les usages, c'est pas du tout en cours, c'est pas du tout travaillé. C'est-à-dire on apprend à utiliser le robot sur le terrain. On n'a aucune idée de l'impact que va avoir cette utilisation sur le quotidien, sur la société, sur le groupe ou sur les personnes. Donc ça, c'est complètement laissé de côté. Au niveau éthique, il y a toute une réflexion qui est en place, mais pareil, les impacts, comme ils ne sont pas travaillés, d'accord, l'impact et l'éthique, c'est quand même très lié. C'est-à-dire, on peut travailler sur l'éthique d'aujourd'hui, mais dans l'évolution qu'on vit actuellement, il va falloir penser à ce qu'on est en train de faire et l'impact que ça va avoir sur demain, en fait. Hop. Alors, une question importante. Donc on a vu l'objectif, on a vu l'état actuel des choses. Est-ce qu'on se dirige dans la bonne direction ou pas? Et à quelle vitesse? Donc l'objectif, rappelez, c'est le robot compagnon parfait, hein, c'est-à-dire celui qui est doté des capacités, de toutes les capacités d'un humain, capable de faire la même chose. La progression, elle est extrêmement rapide, mais on ne la voit pas. Enfin, on la perçoit pas tant que ça. C'est-à-dire quand on voit un robot tel que ceux que je vous ai illustrés, les photos, quand on le voit fonctionner ce robot, on se dit on en est très loin. Et en fait, on n'en est pas si loin que ça. Elle est difficile à visualiser parce qu'il y a parallèlement les progressions dans différents domaines séparés. Donc chaque domaine va progresser parallèlement et jusqu'au moment où il va falloir intégrer tous ces domaines dans une même machine. Et c'est ce qui se passe avec la robotique humanoïde en fait, typiquement. C'est-à-dire on va faire beaucoup de progrès sur l'analyse de l'environnement par image, les caméras. Donc ça, c'est un ordinateur avec une caméra, une personne qui travaille dans l'ordinateur et qui va analyser par exemple cette pièce et la reconstruire en 3D à partir de l'image qu'il a captée. De 2 images a priori. Donc ça avance très vite. À côté de ça, on a beaucoup de progrès qui sont faits dans tout ce qui est capteur et ressenti de l'environnement. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits dans la récupération des données. Donc séparément, vous voyez, tous les progrès sont faits pour l'instant séparément les uns des autres. On arrive à faire le robot qu'on a vu illustrer tout à l'heure, qui a un corps dans ses bras. On arrive à faire des robots qui vont commencer à détecter les émotions, spécifiquement. Des robots, par exemple, quand ils avaient fait le HRP2, donc c'est une machine de taille humaine, la première chose, pour qu'ils se mettent en sécurité, ils lui ont appris à tomber. Donc le robot pouvait tomber en arrière. C'est un ordinateur, hein, rappelez-vous. Donc la hauteur, la chute en général n'est pas recommandée. Alors il tombait en arrière, il lui avait mis spécifiquement pour cette expérience un coussin pour amortir la chute sur les fesses. Et c'était très spécifique. C'est-à-dire si le robot est en mode je marche et qu'il tombe, en fait il ne se met pas dans cette position de sécurité. Mais par contre si on lui dit tu vas tomber, prépare-toi, donc là on charge le programme de chute, et on le pousse, là il va tomber. Vous voyez, c'est pas passé dans les fonctions autonomes. Par contre, séparément, les robots sont capables de faire plein de choses. Donc, difficile à dire, est-ce que c'est à une échéance de 5 ans, de 10 ans ou de 20 ans? De toute façon, on y va. Pour moi, enfin ce que je ressens, et là ça n'engage que moi, à 10 ans, on aura des robots compagnons déjà opérationnels. Peut-être pas dans tout ce que j'ai mentionné là, mais ils seront capables de tenir une discussion, donc de faire de l'occupationnel, sans avoir besoin de passer par l'intermédiaire de la tablette, et de prendre un minimum de décisions adaptées à mon environnement propre. Donc à l'échéance de 10 ans, c'est demain. C'est demain, donc ça va arriver très bientôt. Aujourd'hui, ce qu'on observe encore, c'est une difficulté de laisser la prise de décision à la machine, avec le sentiment de devenir une victime en fait de sa propre machine. Vous voyez le truc. Ça c'est culturel, donc ça va évoluer. Ce problème-là, par exemple, ils n'ont pas du tout au Japon, qui a une culture différente par rapport au robot. Alors, le japonais voit le robot comme une machine qui est là pour amuser l'humain. Donc le robot n'a pas d'intention, et dans les mangas, quand vous regardez les mangas avec des robots, vous avez toujours des bons robots, des mauvais robots. D'accord, ils ont toujours dans l'espèce zen le yin, le yang, le bien, le moins bien. En Europe, particulièrement dans les cultures judéo-chrétiennes, la création de vie est réservée en fait à notre Dieu. Du coup, si on crée la vie, en fait, c'est un blasphème. Et la punition divine, c'est que, dans toute la littérature, c'est un peu ça. C'est que la créature se retourne contre le créateur. Ça, c'est la punition qui nous attend. Et quand on regarde les films de science-fiction du type judéo-chrétien, vous retrouvez ce schéma toujours. Ce qu'on a créé se retourne contre nous. Donc il y a une peur latente culturelle qui est encore présente.
Et laisser la prise de décision à la machine, ça rejoint en fait cette espèce de peur que la machine va prendre une décision qui va à l'encontre de ce que je veux, parce que c'est une espèce de punition de retour sur ce blasphème que j'ai généré. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un manque d'expérimentation en situation réelle à cause de la finance et de la sécurité. Ça veut dire que quasiment tous nos discours sont basés sur les imaginaires. Tout ce qu'on peut visualiser de demain, en fait, est basé sur notre imaginaire parce qu'on n'a pas encore vécu l'aventure robotique. Quand je dis ça, c'est par exemple, la dernière fois je vous avais parlé de ce projet robotisme, c'est un accompagnement thérapeutique, 20 séances, avec des autistes, et un accompagnement systématique qui est refait tous les ans depuis 2014. Donc il y a maintenant il y a 24 jeunes qui sont passés sur cet accompagnement, donc on commence à avoir du recul. La mise en place de cet accompagnement, on pouvait gérer les problèmes jusqu'à la limite de ce qu'on imaginait. Mais évidemment, quand on vit une expérience sur le terrain, brusquement il se passe des choses où on n'y avait pas pensé. Après, ça nous semble évident, mais il y a toujours des choses auxquelles on ne pense pas. Donc c'est pour ça que je dis, ce manque d'expérimentation aujourd'hui, il y a des choses pour la mise en place auxquelles on n'aura pas pensé. Donc il va y avoir des couacs d'installation, il va y avoir des revers, il va y avoir des choses comme ça. Parce que nous sommes encore basés sur nos imaginaires. Dès que les expérimentations typiquement robotisme dans le médical se multiplieront et que les robots commenceront à être utilisés et démocratisés, en fait, donc cette partie imaginaire va peu à peu se résorber pour laisser la place vraiment à l'expérience, le savoir, en fait, la connaissance sur les robots. Et dans nos imaginaires, comme je vous ai dit, nos imaginaires aussi sont embués de notre culture, et comme notre culture est liée au problème du blasphème, du coup, là, il y a un petit peu de réticence à avancer vers les choses ou à oser les choses. Sachant que le but n'est pas non plus d'endommager les humains. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà sur cette partie-là? Ça vous a plu? Oui, ça va? Ça vous a appris des choses quand même? Ouais. Alors là, ce que vous avez compris, c'est que le robot, c'est vraiment une machine. On est complètement en commande. Ça se passe bien. D'accord, il n'est pas en train de vivre sa propre vie ou de préparer la révolution des robots, etc. Si un jour il y a une guerre, c'est la nôtre, c'est pas la sienne. Le robot, c'est une machine qui fait ce qu'on veut, c'est nous qui la programmons. Même au niveau intelligence artificielle. Donc il y a eu des expériences intelligence artificielle, donc là encore, il faut faire attention à ce qui s'est réellement passé et ce qui est rapporté sur les réseaux. Il y a eu des expériences déjà qui nous ont permis, sur le terrain, de comprendre certaines choses dont devaient être dotées les intelligences artificielles. Donc je les appelle comme ça parce que on comprend à peu près ce que c'est, les systèmes d'apprentissage autonome. Typiquement, les deux machines qui ont généré leur propre langage, d'accord, ils avaient mis deux intelligences artificielles en contact, elles ont généré leur propre langage, et du coup, les humains ne pouvaient plus comprendre ce qu'elles se disaient, mais elles se comprenaient très bien. Donc ça se passe aussi entre les humains, donc c'est plutôt positif comme expérience. Enfin, ça ne nous apporte rien concrètement, mais c'est plutôt positif dans le sens où le développement des patois dans certaines régions est basé sur le même principe. Donc c'est un fonctionnement aussi qu'on a chez les humains. Ou des machines qui, soi-disant en apprentissage et mis dans une observation humaine de base, deviennent misogynes, racistes, etc. Là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le système d'apprentissage était fait par le biais des réseaux, donc il y avait des mots-clés pour cet apprentissage, et sauf qu'il a été spammé par tout un tas de gens anti-robots qui ont balancé des messages agressifs. Et ça a évidemment impacté la machine qui n'est pas capable de voir ce qui est bien, ce qui est mal, qui va juste reproduire. Donc, cette notion de bien et mal, maintenant, on sait qu'il faut la mettre. Il faut mettre des règles. C'est-à-dire que la machine doit être dotée de ses propres règles d'éthique. L'ordinateur, là je parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est la partie, si vous avez bien compris, c'est un peu le cerveau du robot. C'est une partie du robot. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça déjà, à ce qui est fait? Oui? Même les règles éthiques, elles doivent avoir leur limite. C'est-à-dire qu'elles sont créées par les humains. Si vous les mettez d'emblée dans la machine, un jour ou l'autre, vous allez encore avoir des propos qui seraient peut-être inappropriés. C'est possible. Il y aura toujours de toute façon des risques. Mais même avec des humains, déjà, il y a des risques. Par exemple, quelqu'un vous contrarie, vous pouvez lui mettre une gifle. Est-ce que vous allez le faire? Oui, c'est pas sûr. Je veux dire, dans l'évolution qu'on va vivre, il va y avoir de toute façon des mises en risque, à nous d'évaluer ce qui est bon et ce qui est mal. Si la machine se met brusquement à avoir des réactions inappropriées, ça veut dire qu'il faut lui mettre des limites pour être sûr que cette réaction, la prochaine fois, sera appropriée.
qu'elle garde cette place de machine. C'est-à-dire cette machine ne va pas devenir un humain, à aucun moment. Et il n'y a aucun intérêt à ce qu'elle devienne un humain, de toute façon, on n'est pas en concurrence avec nos machines. Donc, ça repasse, ouais. Ça répond un petit peu, ouais. Vous avez aimé la musique? Parce que j'ai eu beaucoup de mal à commander la... Une des questions, comme vous dites, c'est que ça va supplanter l'individu, l'homme. La grande question qui se passe sur le plan sociétal et économique, c'est que si ça remplace l'homme, si ça remplace son travail, qu'est-ce qui va se passer? Il y a plein d'études qui mettent en évidence avec des informations un peu contradictoires sur ça va faire disparaître tel métier, telle compétence à terme, quels seront les impacts économiques à travers le robot? C'est la deuxième partie du... D'accord. C'est la partie intéressante. Non, c'est une excellente question en fait. C'est une excellente question, et je disais tout à l'heure, c'est une question qui est souvent évitée actuellement, peut-être par manque de visibilité aussi. Parce que les choses changent à une telle vitesse en fait, que essayer de faire une projection, même sur 5 ans, est extrêmement difficile actuellement, parce que, je vous dis, moi, à l'échéance de 10 ans, là, je pense que ça va changer très vite. Ça veut dire que toutes nos habitudes vont être retournées d'un coup sec. Donc c'est bien de se préparer, de se poser ces questions-là avant. Donc je réponds à cette question. Il y a d'autres questions sur ce qui est passé dans le... Non? C'est bon, c'est à peu près clair, hein, vous voyez, on a un grand rêve, en gros, on n'est pas très avancé, mais on y va. Pour résumer en une phrase. Donc, on va attaquer les problèmes un petit peu d'évolution et d'éthique. Donc, les robots que je vous ai présentés, donc ce rêve, le rêve que je vous ai présenté, effectivement, est destiné à suppléer l'homme dans beaucoup de ses fonctions. Ça ne touche pas que le monde médical, ça touche l'ensemble du monde. Tout le monde professionnel tel qu'on le connaît, ça a déjà commencé, au point qu'il y a des métiers qui ont déjà disparu, mais c'est pas le robot, hein, c'est pas que le robot, la machine à laver, quand elle est apparue, d'accord, elle a fait disparaître les lavandières. Aujourd'hui, personne ne s'en plaint, on a tous quasiment une machine à laver chez nous, sauf souvent les jeunes qui sont encore installés complètement. Donc voilà, donc le robot n'innove pas dans cette capacité. C'est pas la première révolution industrielle qu'on traverse, c'est pas la dernière. Il y a toujours eu des évolutions et jusqu'à maintenant, on s'en est toujours très bien sorti. Donc la première règle, c'est se rappeler que c'est une machine faite par la société pour la société. D'accord, faite par l'homme pour l'homme. C'est notre machine. Donc c'est nous qui la demandons et qui allons l'exploiter. Et ça veut dire qu'elle va nous faire évoluer, certes, notre création va nous faire évoluer, mais c'est pas pour le pire. En général, c'est pour le bien. Le robot, il faut toujours se rappeler que c'est ce qui vous permet de réparer un anévrisme sans ouvrir la boîte crânienne. Donc le robot, c'est bien, en fait. Comme la machine à laver, c'était bien. Au niveau professionnel, tout le lien sociétal actuel repose, depuis la création de l'homme, depuis la création de la société, en fait, repose sur la dépendance à l'autre, au niveau sociétal. C'est-à-dire, chaque humain va se doter d'une tâche qui va permettre au groupe de fonctionner et de survivre. De fonctionner en l'occurrence. Donc, qu'est-ce qui vous fait que vous allez parler à la boulangère? C'est parce que vous avez envie d'acheter du pain. Qu'est-ce qui fait qu'elle va vous parler? C'est qu'elle a une question à vous poser. Qu'est-ce qui fait que vous allez parler à telle personne? C'est parce que cette personne a des compétences au niveau sociétal dont vous dépendez. C'est peut-être pas dit comme ça d'une manière générale, mais... Et ça génère ce qu'on appelle le lien sociétal. D'accord? Ça fait le groupe très uni parce que je dépends de la personne qui va fabriquer mes habits, qui est du coiffeur, de la personne qui fait la nourriture, l'alimentaire, etc., etc., etc. Et le lien sociétal est très fort. On est en train de fabriquer des machines qui finalement donc là on parle de chaque individu de la société porte la responsabilité en fait d'une contribution. Et aujourd'hui être légitime dans la société, je le rajoute juste avant de passer là-dessus. Aujourd'hui être légitime dans notre société, c'est s'affranchir de sa contribution qui permet le fonctionnement de cette société. La contribution c'est quoi? Ça s'est réduit à peu près maintenant à notre contribution professionnelle. Et une des premières questions qu'on pose aux gens quand on les rencontre, c'est « tu fais quoi dans la vie ?» Et quand on dit « tu fais quoi dans la vie ?» on attend un type de réponse particulier. C'est pour ça que je dis ça s'est réduit à. Par exemple, si on parle juste en termes de contribution sociétale, une personne dans notre environnement actuel qui va faire du bénévolat dans des associations très utiles. D'accord? Et elle fait que ça toute sa journée. Donc elle n'est pas rémunérée, c'est du bénévolat. Elle ne survivra pas dans notre société alors que c'est une contribution forte, mais qui n'est pas reconnue de manière officielle. C'est-à-dire qu'il y a une norme qui est apparue, qui est très forte, mais qui n'est pas adaptée aux besoins réels de la société. C'est-à-dire la norme, c'est, pour être légitime, il faut un métier reconnu légitimement. Et uniquement. C'est-à-dire toute contribution ne va pas être reconnue officiellement. Vous voyez le truc? Et ça, déjà, c'est dangereux. Parce que
Et Darwin nous l'a très bien dit, la diversité assure notre survie. Si les contributions ne sont plus reconnues que sous une seule forme, on se met en danger. Vous voyez le truc là? Donc voilà. Bonsoir. Donc ça, c'est une chose. Donc moi, je suis reconnue, je suis légitime dans la société parce que j'ai une contribution reconnue officiellement, et après, il y a une échelle de valeur dans ces contributions qui elle-même peut paraître aussi aberrante. Parce que une personne, même à soi-disant faible contribution, si elle fait mal son métier, tout le système peut ne plus fonctionner comme il faut. Typiquement, alors je ne vais pas dire laver les carreaux dans un environnement universitaire, comme ça, c'est pas bon. L'entretien des locaux, d'accord? Si demain la personne ne fait plus son travail, donc ça devient très sale, et même si c'est un local intellectuel, l'intellect risque de ne pas fonctionner si bien que ça dans un environnement qui n'est pas confortable. Donc ça peut avoir un impact sur le reste. Donc la légitimité, en fait, en gros, devrait être une personne qui fait bien sa contribution, une personne qui fait mal sa contribution, mais pas sur le niveau de la contribution elle-même, ou la valeur financière qu'on associe à cette contribution. Donc, ceci étant dit, donc, je suis dépendant des contributions des autres, fortement dépendant des contributions des autres, ça c'est ma partie sociétale, ce qui fait de moi un membre de cette société. 2, j'assure moi-même une contribution selon les normes définies par la majorité, on va dire, c'est-à-dire je suis un contribuant et donc je suis légitime dans la société. D'accord? Je suis légitime parce que je suis un contribuant reconnu. Et ça, c'est important. Alors, maintenant, les machines, on revient aux machines. Donc, je vous ai dit, à l'échéance de quelques années, là, ça va changer beaucoup, c'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer des machines qui vont s'affranchir à notre place des contributions obligatoires qui font fonctionner la société. C'est-à-dire, je vais m'affranchir en tant qu'individu de mes obligations sociétales. Ça veut dire que non seulement je ne suis plus légitime en tant qu'individu de la société, puisque ma légitimité est basée sur ma contribution. Si c'est la machine qui fait cette contribution, et le biais, il est là, en fait. Si la machine s'affranchit de cette contribution, ça veut dire que la machine est en concurrence avec moi directement. Et c'est là où il y a des peurs que vous sentez dans la société, de gens qui disent « on nous pique notre boulot ». Ça veut dire que cette machine devient légitime dans cette société, là où moi-même, ma légitimité est mise en doute. La vraie concurrence, elle est là, c'est-à-dire c'est sur un terme de contribution, non pas professionnel et tout, mais vraiment la contribution. Donc déjà, je suis en concurrence avec ma machine, je me sens en concurrence en fait, je me sens mis en danger par ma propre machine, parce que cette machine va prendre ma place dans la société en tant que contribuant, en tant qu'être légitime. Donc première chose à faire, et très importante et très vite, repenser la légitimité des humains dans la société. Qu'est-ce qui fait qu'un individu est légitime dans la société, premièrement? Deuxièmement, qui c'est qui décide? Accessoirement. Parce que ceux qui décident actuellement sont ceux qui ont réduit le champ des possibles, c'est-à-dire qui mettent le groupe en danger. Une contribution, aussi bénévole soit-elle, doit être reconnue à la hauteur de la contribution qui fait fonctionner le groupe. C'est-à-dire qu'une personne qui est bénévole ne devrait pas pouvoir mourir de faim si on était une société vraiment élaborée, intellectuellement ouverte. Vous voyez le film? Donc voilà. Donc, ok, donc j'ai un sentiment d'être en compétition avec ma machine parce que la machine, en fait, me pique ma contribution et qu'on n'a pas repensé, en fait, la légitimité des êtres dans la société, des individus dans la société. Ensuite, deuxième problème qui peut-être est tout aussi important. Je vous ai dit, il y a les individus, un individu n'est défini que dans un groupe. Donc il y a ma contribution, on a compris, c'est le problème. Le deuxième, c'est le groupe. Le lien sociétal, rappelez-vous, est basé sur ma dépendance aux autres. Si ce sont des machines qui font le travail, je n'ai plus aucune dépendance à personne en tant qu'être humain. J'ai plus besoin de parler à mon voisin, pourquoi je lui parle? Vous voyez, c'est-à-dire que le lien sociétal lui-même va être modifié. Donc le pourquoi je vais vers les autres, pourquoi je leur parle, et ça c'est à redéfinir, à repenser aussi, au moins. C'est pas à redéfinir parce qu'il ne va pas y avoir une définition, il va y avoir autant de définitions d'individus. Mais c'est à repenser maintenant en disant, ok, donc il y a une dame ou un monsieur là-bas. En gros, si je n'ai pas de lien d'obligation avec cette personne, si je n'ai aucune dépendance à cette personne, pourquoi je vais lui parler? Par exemple, si c'est une machine qui vous fait cette conférence, à la fin, moi je suis assise là, pourquoi vous venez de parler à moi? Vous voyez, aucune motivation. D'accord? Vous allez parler à la machine, mais pas à l'humain. Et ça, c'est le deuxième aspect au niveau sociétal. Donc ça répond à votre question par deux questions en fait. L'humain en tant qu'être, autonome, etc., qui doit assurer sa survie, etc., et l'humain en tant qu'individu sociétal.
Il y a les deux aspects. Et la société par elle-même, donc par extension, bien sûr. Ça a un impact philosophique, éthique et politique. Économique aussi, parce que ça ne peut pas être pensé sans une redistribution des richesses. Donc l'impact est beaucoup plus fort que ça. Enfin, et c'est pour ça que ça n'avance pas aussi. C'est-à-dire, si on repense aujourd'hui, si vous parlez de la contribution et de la valorisation de la contribution, vous parlez redistribution des richesses. On est d'accord avec ça. C'est-à-dire, quel est l'être humain qui demain est légitime dans ma société? Est-ce que ça inclut uniquement les gens qui sont bruns aux yeux verts, si on se base sur des critères physiques simples? D'accord? Parce que là, on est allé vers le très normé dans la société. C'est la société de l'interdit, en fait, en quelque sorte, qui mène à des comportements extrémistes actuellement, des violences, qui sont tout simplement des réactions de la société face à cette norme qu'on essaye d'imposer à tout le monde. D'accord? Et la société réagit pour sa survie, en fait. Donc c'est pas aberrant qu'il y ait des réactions de violence incontrôlées. Donc est-ce que c'est tous les bruns aux yeux verts qui vont faire partie de cette société? Est-ce que c'est, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a suggéré là récemment, notre président qui aime beaucoup les riches? Donc est-ce que c'est uniquement les riches actuels qui vont devenir légitimes de la société et les autres qu'on va laisser à part, mais c'est le plus nombreux, donc c'est pas de chance. Donc ça va plutôt être le contraire. Vous voyez, ça ne tiendra pas, parce que c'est les plus nombreux, donc en puissance, ils vont rééquilibrer la chose. Qui fait ces normes et quelles sont-elles? Est-ce qu'une personne qui est aujourd'hui SDF reste légitime dans la société? Quelle est la contribution d'un SDF? C'est bien de se le demander. Donc il en a forcément une, sinon il n'y en aura plus des SDF. Au niveau naturel, si une personne itinérante comme ça, hors du système existe, c'est forcément une réaction de survie en fait, de l'ensemble du groupe. Il y a eu des analyses très utiles qui ont été faites sur les sociétés idéales dans les années 70, le communisme, tout ça, il y a eu plein d'applications. Et en l'occurrence, vous aviez un richissime qui a voulu faire la société du futur, il a voulu faire l'entreprise qui allait concurrencer toutes les autres et les mettre dehors. Donc pour ça, il a été recruté tous les leaders de toutes les sociétés concurrentes qu'il connaissait. Donc les gars qui sont des constructeurs, des bâtisseurs, des gens hyper positifs, qui savent mener des troupes, monter des projets, etc. Les meilleurs, des étoiles, quoi. Il a été chercher ce qu'on appelle les étoiles. Et il les a tous regroupés dans une même entreprise, et il a mis un paquet d'argent sur la table pour recruter ces personnes rares, en fait. Qui étaient très rares d'ailleurs, chacune dans leur entreprise. Mais ça, c'est pas une question. Vous voyez, le passage de l'imaginaire au réel, c'est pas quelque chose auquel on avait pensé. Maintenant, ça peut sembler logique, mais sur le coup, non. Pourquoi est-ce qu'une personne rare est unique dans son entreprise? C'est ça la question. Donc, on va dire qu'il y en avait 100. Il les a mis dans un même environnement, et en fait, ça a créé un nouveau groupe, une nouvelle société qui s'est réorganisée. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'elle s'est réorganisée selon des pourcentages qui existent dans toutes les autres sociétés. C'est-à-dire qu'il y avait 10% de bâtisseurs, 10% de destructeurs et 80% de stabilisateurs. L'essentiel, 90%, a arrêté d'être bâtisseurs sans qu'on leur dise rien. Mais ils ont arrêté. Ils sont devenus, soit ils ont été complètement... ils sont devenus... comment dire? Ils ont perdu en fait, cette compétence de bâtisseur. Ils sont devenus la masse qui a stabilisé le système. Et il y avait donc 10% d'empêcheurs de tourner en rond. Et c'est intéressant aussi parce qu'on peut se dire, dans ce cas-là, à quoi servent les... Il y a toujours un crétin pour vous ennuyer. Et savoir à quoi sert ce crétin, vous êtes déjà à mieux le supporter et voire à l'encourager. Parce que en fait, les 10% de destructeurs servent à empêcher que l'ensemble du groupe tombe en décadence. Parce que si tout va bien dans un groupe, en fait, vous n'avez plus besoin de faire d'efforts et vous devenez décadent. Vous n'avez plus besoin en fait, de survie. L'opposition politique, typiquement, est fondamentale pour empêcher cette décadence. Et il faut l'avoir. Si vous avez un empêcheur de tourner en rond dans votre équipe professionnelle, il ne faut pas l'enlever. Parce que là, si vous avez bien compris la réorganisation sociétale, si vous l'enlevez, n'importe lequel des autres va prendre sa place. Mais vous ne savez pas qui c'est. Et là, vous pouvez vous prendre un coup de poing dans le dos. Un coup de poignard dans le dos. D'accord? Or là, vous savez qui c'est. L'humain qui a pris ce rôle dans ce groupe sociétal et qui va empêcher le groupe de tomber dans la décadence, vous le connaissez. Par contre, il faut le canaliser. Donc il ne faut pas l'empêcher, il faut l'encourager, il faut l'entretenir, mais il faut le canaliser. Vous voyez, au niveau de la direction de groupe, c'est extrêmement important. Donc ça veut dire que quand on voit brusquement une société qui devient hyper violente, on en a parlé il n'y a pas longtemps, on en a parlé des problèmes de violence, au quotidien. Moi j'ai vu des cyclistes qui se sont fait peur avec un automobiliste parce qu'il est en train de regarder le cycliste, on regarde son téléphone. L'automobiliste lui coupe la route
parce qu'il est en train de chercher une rue ou je sais pas quoi, le cycliste s'énerve, il met un coup de poing dans la vitre conducteur, il explose la vitre. C'est hyper violent, c'est démesuré, je veux dire, c'est d'une violence extrême. Et il part hein, après. Le conducteur en sang, etc. Enfin, vous voyez, je veux dire, et ça, on peut le voir presque quotidiennement. Si on regarde un petit peu autour, on voit des scènes de violence aujourd'hui, démesurées par rapport aux choses. Ça veut dire que quelque part, c'est une réaction, ça, du groupe, c'est pas les individus qui sont plus mauvais qu'avant, c'est les mêmes. Hein. Par contre, c'est une réaction du groupe face à quelque chose qui est fait ailleurs pour la survie de l'ensemble. Donc c'est ça en fait, mais il faut arriver à comprendre quels sont les mécanismes qui génèrent cette violence excessive ou ce stress excessif chez les gens. Si on comprend le mécanisme, on peut enlever la source et dans ce cas-là, le groupe redevient parfait. Enfin parfait, disons un peu plus... il dit bonjour avant de casser la vitre. Voilà. Un peu plus voilà, bien éduqué. Donc voilà, donc au niveau éthique en fait, donc les robots, c'est pas la première révolution industrielle qu'on passe, c'est pas la dernière, ça va bien se passer, et les robots c'est des machines fabriquées par l'homme pour l'homme. Ils vont nous affranchir de toutes nos obligations sociétales, c'est-à-dire qui sont destinées à la survie du groupe. D'accord? C'est-à-dire, oui, alors ça remplace pas l'humain, parce qu'on est libre après de le faire si on veut. Vous voyez, c'est plus une contrainte, une obligation, par contre c'est un choix. Et si vous avez envie de rien faire, de rester chez vous toute la journée, vous ne faites rien, vous restez chez vous toute la journée. Si vous avez envie d'aller discuter avec des humains qui sont en difficulté, parce qu'il y aura toujours des humains en difficulté, vous pouvez y aller, même s'il y a des robots. Ça ne vous empêche pas de le faire. Le robot n'est pas censé supprimer en fait la contribution humaine. Par contre, il peut la suppléer. Mais ça veut dire que nous, en tant qu'humains, il faut qu'on repense tout ce qui est légitimité des individus dans leur propre société et reconstruction du lien sociétal et sur quelle base. Et ça, il faut commencer déjà à le repenser. C'est du boulot, hein. Et repenser de manière réaliste. Hein. Alors, on pourrait baser ça sur l'amour, par exemple, mais il faut penser que c'est des humains, quoi. Ils ont besoin d'autre chose. Le challenge, l'amour, la valorisation personnelle aussi, parce qu'il y a une évolution, c'est-à-dire il y en a qui aiment apprendre et progresser, sentir une progression, mais comment vous l'évaluez? Pour sentir qu'on progresse, comment on évalue? Là, il y a beaucoup de gens actuellement au niveau professionnel qui se sentent extrêmement malheureux et stressés parce qu'ils ne sentent pas leur contribution dans le cadre de leur boulot. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être inutiles. Donc ça a commencé déjà. Vous voyez, ce sentiment vient en fait du fait que, effectivement, ce que vous faites actuellement n'est pas forcément utile dans le sens classique du terme. C'est plus une contribution qui fait fonctionner l'ensemble. Mais c'est ce qui vous permet de vivre actuellement, parce qu'actuellement, si vous ne travaillez pas, c'est pas une contribution, c'est de travailler professionnellement. Vous ne pouvez plus exister dans la société. Vous voyez le... Donc on va repasser de la définition professionnelle du travail, contre rétribution, à revenir sur sa définition de contribution, en fait, sociétale. Ce qui n'est pas la même chose. Il y a eu un petit mix-up au milieu. Labor versus opus. Voilà, c'est ça. Il y a quand même des expérimentations qui ont donné des revenus à des gens qui ne travaillent pas. Le revenu universel? Oui, voilà. Oui, il y a des zones où c'est déjà expérimenté. C'est déjà expérimenté. C'est quand même la question qui se pose quand c'est vrai qu'il a disparu. Ouais. Ils ont l'air assez contents d'ailleurs, hein, de ce que j'ai entendu récemment. Ça a l'air de fonctionner pour l'instant assez bien. Mais il faudrait qu'on enlève ce système d'évaluation par l'argent, parce que c'est pas bon. C'est malsain. Comme je disais, dans l'évaluation, il y a les gens qui font, les gens qui font pas, par exemple, mais pas des gens qui ont, parce que souvent l'argent est basé sur une surexploitation en fait, des contributions des autres, ça fait disparaître les contribuants. Donc ça, c'est pas bon non plus. Vous voyez par exemple, il y a 3% d'agriculteurs en France. Il y en a qui sont sous le seuil de pauvreté, là, et on leur donne des subventions. Alors ça, je trouve ça énorme. Il y a 3% qui nourrissent l'ensemble de la population, et on leur fait la manche. C'est-à-dire, on leur fait sentir en fait qu'ils nous sont redevables, alors que ce serait plutôt le contraire. Enfin, je ne sais pas, j'ai peut-être une logique décalée, mais on devrait peut-être leur dire merci, et je ne comprends pas qu'une personne qui me nourrisse, en fait, meure de faim. Enfin, vous voyez l'aberration du truc? Et ça semble tout à fait normal de leur filer des contributions pour qu'ils survivent, des subventions pour qu'ils survivent. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui sert au passage quand même. Hein. Parce qu'il y a largement l'argent, il faut être honnête. Nous, ce qu'on paye quand on achète à manger, il y a largement de quoi payer les agriculteurs de nous. Donc ça, il y a des choses qui ont commencé comme ça, déjà.
Et c'est à nous après de dire, bon ben ça, moyen. Enfin... Et il y a des réactions d'ailleurs qui sont assez saines dans la société. Il y a beaucoup de gens qui repassent à avoir leur propre jardin, leur propre potager, qui repassent à reprendre leur autonomie. En fait, ils reprennent. Je dis toujours, il faut que le savoir revienne dans les populations. Si vous perdez le savoir au niveau de la population, donc il est gardé seulement par quelques entités, la population prend un risque inutile, la société prend un risque inutile, puisque si vous perdez celui qui détient le savoir, vous perdez beaucoup. En fait. Vous mettez en danger l'ensemble du groupe. Donc il faut absolument que le savoir revienne dans les populations. Et cultiver sa propre nourriture fait peut-être partie des savoirs qu'il faut récupérer en fait, au niveau des populations. C'est pas tout le monde. Hein. Quand je dis au niveau de la population, ça veut dire qu'il va y avoir, je sais pas, 5% de la population qui va avoir son petit jardin potager partiel. Et qui, quand elle aura 2 tonnes de haricots verts à la récolte, va distribuer tout le quartier. En haricots verts, qui en auront marre de manger des haricots verts, même frais. Voilà, donc voilà, on parlait des robots d'assistance et vous voyez où ça nous mène. On est en train de repenser la société. Non, mais ça fait partie d'un tout. Le robot d'assistance fait partie d'un tout. C'est un rêve, c'est bien. Le métier, du coup, d'infirmier va évoluer, oui. La réponse est oui. Tous les métiers vont évoluer, la réponse est oui. Ça va changer, ça a déjà commencé à changer. Par contre, normalement, c'est pour le mieux. Moi, je pense à j'ai des amis qui se sont retrouvés à 35 ans ou renvoyés parce que leur dos ne supportait plus de porter des corps à 35 ans, donc ils ne peuvent plus faire le métier qu'ils aiment, d'assistance, parce que s'ils ne peuvent pas porter un corps, on les considère comme inutiles dans leur environnement. Alors ça, moi je trouve ça pas humain, hein. Je dirais un robot, même peut-être n'y aurait pas pensé. Voilà. Et ça, il y en a qui sont confrontés à ça. Alors, je suis d'accord, ça va empêcher des gens d'avoir une rétribution financière par rapport à une tâche qu'ils vont donner dans la société. Par contre, il y a d'autres métiers qui sont en train d'apparaître. Tous les métiers d'intégrateurs robotiques sont en train d'apparaître. Et sur tous les niveaux de intellectuels, hein, parce qu'on dit, oui, c'est des métiers beaucoup plus où il y a beaucoup plus de compétences. Non, il y a tous les niveaux, parce que faire de la conception robotique, c'est souvent reproduire le même modèle partout. D'accord ? Donc, une fois que vous avez appris le modèle, ça va tout seul. C'est du niveau technicien, je veux dire, au niveau ingénieur, vous avez toutes les choses avec eux. Voilà, donc je travaille aussi, je vous ai dit, je suis entre la biomécanique et la robotique humanoïde. Donc je travaille aussi sur les problèmes de TMS, donc système qui empêche les troubles musculo-squelettiques associés au travail, justement. Je peux vous dire que ça change la vie de beaucoup de gens. On n'y pense jamais, on ne les mentionne pas, mais il y a beaucoup de gens qui vont passer beaucoup plus de la moitié de leur vie à subir finalement un handicap qui n'est peut-être pas visible, hein. Ils n'ont pas la carte handicapée, etc. Mais c'est un réel handicap qui les empêche de vivre comme ils aimeraient vivre. Ils ne peuvent même plus changer d'ampoule tout seuls parce qu'ils n'ont plus de dos ou ils n'ont plus de genoux ou quoi. Et si on peut empêcher ça une partie de la population, je trouve que c'est pas mal. Et puis le revenu universel, peut-être, c'est pas mal. Et puis redéfinir la légitimité des humains, c'est pas mal aussi, quoi. Sur la captation du savoir, en fait, avec les intelligences artificielles, notamment dans le domaine médical, en radiologie par exemple, est-ce qu'on ne risque pas d'être confronté à une captation du savoir par une toute petite partie des gens qui viendront en fait, les programmer et n'auront pas forcément intérêt à transmettre en fait, à l'université le savoir qui finalement rapporte pas mal d'argent. Oui, c'est un des soucis qu'il va falloir mettre un petit peu sur la table. Malheureusement, il n'est pas en voie de résolution, cet aspect-là. En gros, aujourd'hui, je pense que celui qui détient les données détient le pouvoir. C'est ce que vous dites, hein, le capital, enfin le pouvoir, le capital. Et au niveau médical, vous avez une surprotection des données, du fait évidemment que ça touche les personnes, particulièrement. Là, si les hôpitaux... Alors, on ne peut plus faire n'importe quoi. Hein. Vous voyez, maintenant, le CPP, donc le Comité des protections des personnes, en fait, est en train de réfléchir quand même très activement pour savoir comment on utilise les données et signer des chartes en fait, d'engagement par rapport à ces données. Donc, il y a des mouvements qui sont en train d'être mis en place, justement pour protéger les données qu'on va récupérer des gens. Et les données sont très variées. Ça peut être Là, ce qu'il disait, c'est en gros, pour l'instant, il y a des espèces de silos de données qui existent. Par exemple, le silo des données médicales, les données bancaires, les données assurances, les données, etc., judiciaires. Elles sont toutes séparées pour l'instant. Et là, la direction qu'ils sont en train de prendre, c'est de faire une structure horizontale, c'est-à-dire que mon assureur peut récupérer mes données médicales.
Et donc il y a toute une réflexion qui est faite au niveau juridique en disant jusqu'où ça peut nous porter ça. Parce que si mon assureur sait par exemple qu'il y a 10 ans j'ai été soigné d'un cancer, mais ça s'est super bien passé, c'était bénin, enfin je veux dire, même c'était même pas cancéreux en fait, d'accord, j'étais soigné quelque chose qui aurait pu l'être mais qui ne l'était pas, lui peut très bien me demander de payer 2 fois le prix de l'assurance dans le doute. C'est ce qui se passe en général, dans le moindre doute ils vont le faire. Donc la protection des données dans ce sens-là est aussi complètement essentielle, mais il y a des gens spécialisés du domaine qui vont travailler dessus. Ils y pensent. Alors au niveau radiologie, donc c'est le même problème. C'est le même problème, on va se concentrer sur une application particulière, mais c'est pas que la radiologie qui est concernée, hein, même au niveau dentaire, les poumons, les machins, le sang, tout quoi. Les maladies facilement curables ou difficilement curables. Et puis ça peut être donné aussi aux industries pharmaceutiques qui vont vous envoyer des annonces en permanence pour vous dire il vous faut tel produit, il vous faut tel produit. Voilà. Il y a eu des doutes qui ont été mis par rapport aussi à l'utilisation de certains médicaments dans le monde médical. Aussi par rapport on nous vend des médicaments, non pas qui sont adaptés à ce qu'on a, mais qui sont adaptés à telle industrie pharmaceutique qui va récupérer dessus des finances. Quoi. En tout cas, pour les robots c'est pareil, hein, vous avez une surexploitation financière, c'est-à-dire, donc on parle des robots d'assistance, un petit robot qui est vendu, donc c'est un petit véhicule, 4 roues, d'accord, un petit véhicule qui va se déplacer. Il a un bras avec une petite pince au bout, c'est que du plastique, d'accord, il est bleu. Ça coûte 600 €. Un petit robot jouet, d'accord, comme ça, 600 €. Le même robot, vous remplacez la pince par une fourchette et vous faites manger des handicapés avec. Ça coûte 8 000 €. Et il est blanc. Le même robot, avec une fourchette à la place de la pince. 8 000 €. Donc dans la robotique, vous avez déjà de la surexploitation de certaines choses qui existent. Pour éviter cette surexploitation, il faut absolument que n'importe qui, que n'importe qui que vous connaissez, par exemple dans un groupe de 100 personnes, vous en ayez au moins 20 qui détiennent le savoir de comment fabriquer le robot qui permet aux tétraplégiques de manger. Si vous en avez ne serait-ce que 20%, donc 1 sur 5, vous qui avez besoin, qui connaissez un tétraplégique qui a besoin de ça, vous en parlez un petit peu fort, il y aura forcément quelqu'un qui sait le faire, qui va vous entendre, et vous permettre de résoudre ce problème pour moins de 8 000 €. Donc 8 000 € c'est cher, hein, juste pour manger. Typiquement, alors là, il est beaucoup plus que 8 000, celui-là. Mais bon, c'est les familles qui payent, il y a des aides, il y a des assistances financières par rapport à ça. Actuellement, alors le NAO, donc je l'ai pas mis en photo. Le NAO qui est un petit robot de 60 cm utilisé dans la thérapie accompagnement thérapeutique par la médiation robotique, tout ça. Il est à peu près à 6 000 €. Alors, quand vous achetez un robot, vous rajoutez toujours à peu près 10% de son prix par an de maintenance, de licence informatique, etc. Donc 6 000 € plus à peu près 600 € par an de tout le reste. Le paper, juste pour vous donner un ordre de prix, hein, moi demain je vais acheter un robot, j'ai quoi? Alors le paper, on voit juste la tête, c'est un robot qui fait 1 m 40, il est à peu près à votre hauteur quand vous êtes assis. Il a une base sur roue un peu de ce type-là, donc un robot omnidirectionnel. C'est un robot qui peut vous parler globalement, il n'a pas la force dans les mains. Les mains, elles peuvent s'ouvrir et se fermer, hein, il n'y a pas de doigts, c'est pareil. Quand c'est un moteur qui ouvre et qui ferme la main, il ne peut pas soulever un verre d'eau plein. Il n'a pas la force de soulever un verre d'eau plein, etc. Donc un robot comme celui-là, en France, c'est 20 000 € à peu près. Juste le robot. Comme je disais tout à l'heure, plus le programme informatique, vous rajoutez 20 000 par-dessus. Donc 20 000 plus environ 2 000 par an, maintenance, logiciel, etc. 10% de l'euro. Roméo, donc à cause des jambes, là vous montez environ à 230-250 000 à l'achat de robot. Juste pour vous donner un ordre de prix sur les différents. Je vous parlais tout à l'heure d'un robot industriel capable de soulever 20 kg. Lui-même, il pèse 250 kg. Vous comptez 70 000 € à l'achat. Donc il a à peu près 1 m 80 d'allonge. Donc ça montre très vite. Donc voilà, là vous voyez robot à jambes, vous voyez la hauteur, il est à peu près comme le Romeo. Donc celui-là, il va être dans les 250-300 000. Ouais. Est-ce que ça, c'est des prix qui ont baissé ou qui... Ah, ils vont baisser, ils baissent. Ouais, c'est ça. Bah déjà, on ne trouvait pas de robot avant, donc on ne pouvait pas comparer. Hein. Sur le marché, est-ce que c'est des prix non ou au contraire, plus on monte en technologie, plus
explose. SoftBank Robotique, Aldebaran, donc qui a fabriqué le Nao, l'objectif en fait du patron donc Bruno Maisonnier, son objectif c'était que tout le monde puisse acheter un robot. Donc faire un petit robot, pas cher, et 6 000 €, c'est rien. Là maintenant vous l'avez compris, 6 000 € c'est rien en fait. Pour un système robotique qui a les capteurs, il a 24 moteurs embarqués, il a des batteries embarquées, donc 60 cm pour à peu près 6 kg, donc il est dans le ratio taille-poids de l'humain, à peu près. Donc lui, c'était son objectif, c'était de faire ça. Et 20 000 € pour le paper, c'est pas cher en fait. Et au Japon, je crois que c'est 2 000 €. Maintenant que la boîte est japonaise, en fait, au Japon, la technologie est accessible. La technologie japonaise est accessible pour moins cher au Japon. Voilà à peu près. Alors, bon, Asimo, la qualité de celui-là, il est assez exceptionnel. Vous comptez plutôt dans les 5-6. Alors, il n'est pas en vente, hein, mais 500-600 000 € à peu près. Ce qu'il faut voir, c'est que là, vous pouvez en acheter à peu près aucun. Là. Ah si, celui-là. Celui-là, vous pouvez l'acheter. Il est en vente, 20 000 €. Les autres, vous ne pouvez pas, parce que les autres, il y a beaucoup de rêves dans tout ça. C'est des projets qui ont été montés, en gros, pour aller chercher de l'argent. L'argent à l'Europe, ou des choses comme ça. Donc pour ça, vous êtes obligé de monter des scénarios pour dire, voilà l'utilité de ce que je vais faire. Et voilà pourquoi vous devez me donner de l'argent. Donc ça, typiquement, une photo qui a été prise, donc avec un acteur probablement, pour montrer l'utilité de ce robot et pouvoir le développer. Il faut aller chercher de l'argent, sinon vous ne pouvez pas travailler, c'est plus possible. Celui-là, c'est pareil, hein, il n'existe pas en fait. Donc c'est un état de projet encore. Celui-là, il doit y avoir un prototype comme qui a été fait. Celui-là, il n'est pas à l'étape industrielle, mais il y a plusieurs prototypes qui ont été faits. C'est peut-être celui qui fonctionnera le plus, parce que comme il n'a pas une forme humanoïde et qu'il est sur roue, et que c'est une tablette et que c'est la personne qui interagit, son coût est considérablement réduit par rapport à un compagnon classique, on va dire. Bon, Asimo, en fait, alors j'ai appris, et je suis absolument catastrophé de ça, que en fait, Honda a arrêté l'activité. Asimo. Donc ce robot va finir dans un placard. Moi j'aimerais bien qu'il le mette dans ma poubelle, mais il a fait le tour du monde, hein, ce robot. Donc ils arrêtent en fait cette activité en disant, bah voilà, on sent qu'on est dans une impasse. Et c'est un des robots humanoïdes les plus avancés du monde. Hein. L'autre est japonais, il y en a un à Toulouse, si vous voulez, c'est le HRP, je vous en ai parlé tout à l'heure. HRP, Humanoid Robotic Project. Il y en a un à Toulouse sur la version 2. C'est un robot bleu avec des oreilles pointues qui ressemble à un personnage de manga. Il fait à peu près 1m60, 60 kg. C'est des belles mécaniques. Et il y en a un autre dans la dernière version, le HRP 4, qui est à Montpellier, à Olliam. Donc pareil, dans le même ratio taille-poids, avec quelques améliorations. Le HRP 4 a la particularité, il a été vu pas mal à un moment donné parce qu'on lui a mis un visage de femme. Donc c'est un gynoïde, on sort de l'humanoïde hein, pour passer au gynoïde, qui a l'apparence humaine, humanoïde, plus l'allure d'une femme. Gynoïde, Gunay, la femme. Un androïde qui a l'allure d'un homme, gynoïde, voilà. Donc voilà, et ceux-là, ils sont, vous comptez 500 000 € au personnage. Sur des robots taille humaine, très élaborés, ce qui n'est pas excessif. 10 mètres d'autoroute. C'est pas excessif. Enfin bon, après, il faut rajouter 50 000 € par an, de maintenant, c'est de 10%. Vous avez acheté ou pas? Ouais. Je les connais, hein, je peux vous mettre en contact, c'est pas de souci. Ce sont des très beaux objets qui permettent vraiment, et là on est vraiment dans la situation d'humanoïde à intégrer dans la vie sociétale. Par contre, c'est des robots qui font 60 kg, donc vous voyez, ils font taille poids humain, 60 kg. Si le robot perd son équilibre, là on voit mieux, c'est pas le petit robot de 60 cm, s'il perd son équilibre, on se le prend sur le pied, on sent rien, quoi. Même un enfant, il sent rien. 60 kg, si un enfant, s'il tombe sur un enfant, là ça peut faire du dégât. En fait. Et c'est là où il y a des dangers, il faut faire attention. C'est ça le limite en fait. C'est juste un point par rapport aux robots, par exemple de Boston Dynamics, qui sont pas Ils sont magnifiques. Qui sont magnifiques, mais qui sont plutôt des plateformes d'animaux, et qui travaillent beaucoup sur la question de la recherche de l'équilibre, de comment on arrive à franchir différents obstacles en circonstances. Comment cet univers-là se connecte à celui des robots humanoïdes? Est-ce qu'il y a des recherches qui sont croisées ou peut-être séparées? Croisées non, mais c'est très bien. Rappelez-vous, la diversité, c'est important. Donc il y a deux approches globalement dans ces robots type humanoïde. Vous avez l'approche américaine de Boston Dynamics. Donc avant, c'était l'Egg Lab du MIT. Les chercheurs ont construit Boston Dynamics, ils ont voulu exploiter en fait leur recherche. Là, c'est des robots qui sont basés sur le principe de la dynamique. Donc ce sont des robots sauteurs, ils sautent.
Même, ils étaient sur un pied au départ, hein. Ils sautent. Ils sont capables de sauter, de tourner autour de leur axe et de retomber sur leur pied, de tourner l'équilibre comme ça. Et donc ils ont développé les humanoïdes, en fait, qui tiennent leur équilibre tant qu'ils sont en dynamique, c'est-à-dire tant qu'ils marchent ou qu'ils courent. Et les Américains donc, ont dû travailler pour arrêter et permettre à leurs humanoïdes de tenir l'équilibre statique. Alors que dans les mécaniques type rigides comme celle-là, les Japonais typiquement, donc ça c'est une technologie japonaise, ils sont partis de machines qui tenaient l'équilibre, hein, et là ils travaillent à les faire courir. Vous voyez, c'est deux, l'un est parti de la course et va vers l'arrêt, et l'autre est parti de l'arrêt et va vers la course. Donc et je pense que la solution va se trouver quelque part au niveau intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire des rigides et souples en même temps, en fait, dynamique et statique en même temps. Ce qu'il faut savoir chez l'humain, c'est qu'on marche beaucoup sur le dynamique, hein. C'est pour ça que le Boston Dynamics, en fait, où Rebert au départ avait vraiment voulu insister sur cet aspect-là, c'est-à-dire quand on est en équilibre statique, on est constamment en train d'osciller. Ça fait penser un petit peu... alors, bon, je travaille sur l'équilibre, alors si je commence là-dessus, arrêtez-moi. Ça me rappelle en fait certains animaux qui sont obligés d'osciller pour percevoir la dimension supplémentaire. Les pigeons, les poules, d'accord, tous ces animaux-là, quand ils marchent, en fait, leur tête, d'accord, fait ce geste-là. Leurs yeux sont sur le côté. Et pour avoir la 3 dimensions, il vous fait deux caméras, 2 points de vue, il faut de triangulation en fait. Et le mouvement de la tête permet d'effectuer cette triangulation, donc d'avoir la 3e dimension, la profondeur. Et le fait qu'on oscille en permanence, ça donne presque l'impression qu'en fait on est en train de reconstruire une triangulation par rapport à une autre information qu'on n'a pas en fait. Vous voyez c'est intéressant? Non, je m'arrête là, je ne vais pas vous sortir les équations, parce que là, je vais vous perdre. Non, mais c'est intéressant quand même. Et on est constamment en train d'osciller, donc constamment dynamique. On est plus confortable finalement en marchant qu'en tenant debout. Il y en a unique. Les avions modernes sont en équilibre instable en permanence. Les nouvelles générations d'avions sont en fait régulées par les ordinateurs, mais c'est un équilibre instable. Si l'ordinateur s'arrête, l'avion tombe. Comme les Segway. Oui, alors que les avions d'ancienne génération étaient par défaut en équilibre stable. Et leur mouvement est beaucoup plus joli, hein. Quand on regarde les robots de Boston Dynamics, les trajectoires elles sont magnifiques. Esthétiquement, je veux dire, ça donne presque envie de pouvoir marcher comme les robots, parce que c'est magnifique. Ils gèrent la dynamique d'une façon splendide, quoi. Enfin, vous connaissez ces robots, non? Regardez Big Dog, alors les animaux, parce que Big Dog était destiné en fait à accompagner les militaires pour porter par exemple les packages lourds ou les armes sur des terrains accidentés. Donc ça marche bien. Le problème, c'est que quand on donne un robot à des militaires, ils se sont rendus compte que les militaires s'attachaient affectivement à leur robot et certains risquaient leur vie pour sauver leur robot. Le robot, hein, pas le chargement. D'accord? C'est comme un chien en fait. Vous voyez la fête. Alors que le robot, on peut le changer. Et même récupérer et sauvegarder régulièrement tout ce qu'il a à l'intérieur et lui donner avec le même caractère, avec le même niveau d'apprentissage et tout ça. Donc il y a des nouveaux problèmes qui apparaissent. Rappelez-vous les imaginaires. Donc maintenant, ça va bientôt nous sembler évident qu'il ne faut pas faire ça parce qu'on va s'attacher et qu'on va se mettre en danger pour sauver la machine. Mais il y a 2 ans, ça leur semblait évident que c'était ça qu'il fallait faire parce que moins une machine, on ne va pas s'attacher. C'est en ça que je disais, on manque d'expérimentation aujourd'hui. On manque d'exemples sur le terrain qui nous permettent de comprendre ce qui est en train de se passer avec les robots. Par contre, on n'est pas mis en danger. Bon, vous l'avez compris, que l'organisation sociétale change, c'est une chose, mais les machines ne vont pas nous mettre en danger en tant que membres de la société. C'est notre société, de toute façon. Et c'est nous qui leur avons demandé de venir, donc ça va bien se passer. Alors, donc je disais à Boston, il y a Big Dog, qui est assez somptueux. En plus, ils ont fait des vidéos avec plusieurs, donc apparemment ça a généré des mouvements de panique. Puis, le comportement est tellement naturel, en fait, quand ils courent, que c'est tellement magnifique que ça fait peur. Et il y a donc Atlas, humanoïde, qui marche comme un humain, et pareil, c'est vraiment magnifique. Alors là, ils ont laissé sortir, justement pour apaiser les gens, ils ont laissé passer des vidéos drôles, parce qu'avant, vous ne trouviez aucune vidéo sur Internet qui montre le robot en train de tomber, ou dans une situation où il ne réussirait pas ce qu'il est en train de faire. Et Boston Dynamics, donc, eux, ont fait le contraire, ils ont rigolé avec ça, et ils ont laissé passer des vidéos un peu bêtisiers. Par exemple, il y en a une où le robot, donc, il montre un bug,
Le robot, il a une caisse de carton, donc qui est vide quand même, et il doit la poser sur une table, et le robot s'approche, il rate la table, donc la boîte de carton tape dans la table, du coup ça le déséquilibre, il cherche à reprendre son équilibre, ça lui fait lâcher la boîte, donc la boîte tombe, et là il tombe par-dessus, et il a vraiment l'air complètement bourré, donc c'est assez drôle en fait, la manière dont il fait, bon, voilà, on a mal au cœur pour le robot, mais ça le rend presque humain, quoi, dans son comportement. Donc Atlas, pour regarder les vidéos. Et eux, ils développent pas du tout des robots d'assistance? Alors, ils développent des robots, vous en faites ce que vous voulez après les robots. Là, on les applique à l'assistance, parce que c'est une. Comme on aime bien le cloisonnement, voilà. Les dogs et tout, les Atlas, c'est plutôt ce qui marche destiné à quel domaine? Alors, Boston Dynamics va travailler avec des gens qui le payent, c'est une entreprise. Donc il y a des contraintes d'entreprise et qui fait de la recherche de pointe. C'est-à-dire ce que fait Boston Dynamics, c'est unique au monde actuellement. C'est le plus avancé. Même si demain vous décidez d'essayer de refaire ce qu'ils sont en train de faire, vous en avez au moins pour 20 ans de développement. Juste pour comprendre pourquoi ça marche pour eux et pourquoi ça ne marche pas pour vous. Donc voilà, ils ont des contraintes spécifiques et ils gèrent des contrats avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Et l'hôpital n'est pas réputé pour avoir beaucoup d'argent. Ou alors, il faudrait que... En fait, c'est le système, l'organisation. C'est-à-dire, l'armée, c'est sur toute une nation, alors que les hôpitaux, c'est local. S'il y avait une centralisation, en fait, pour que les choses rayonnent sur tous les hôpitaux existants, peut-être que il y aurait plus de besoins. Alors, il y en a, il y a de la recherche, mais de la recherche sur la gestion des symptômes et non pas de l'accompagnement, en fait, du quotidien des choses. Mais ça avance, quand même. Il y a... Donc eux, non, ne vendent pas typiquement dans les hôpitaux. Par contre, vous avez par exemple tout ce qui est, alors j'en parlerai la prochaine fois, c'est beaucoup plus dans le domaine du mouvement, tout ce qui est prothèse robotique. Et là, vous êtes en interaction directe avec le robot puisque vous le portez sur vous. D'accord ? Donc il y a un porteur humain, ça veut dire qu'encore une fois, vous l'avez compris, il y a des problèmes de sécurité. D'accord ? Si ma prothèse se met à faire n'importe quoi, ça peut me mettre en danger. Sécurité, alors là, vous avez aussi des problèmes d'autonomie au niveau énergétique. Parce que si je veux aller faire les courses avec ma jambe artificielle et qu'elle tient que 5 minutes en autonomie, j'ai pas le temps d'aller j'ai même pas le temps de sortir de chez moi. Il y a plein de problèmes comme ça. Donc il y a des applications médicales, mais c'est un autre type de robot. Et l'assistance, alors le problème des robots d'assistance aussi, c'est qu'on a un peu le sentiment que ce sont des robots d'amusement. Il y a beaucoup de recherches en fait sur l'apparence des robots pour les mettre en interaction. Et du coup, dans le monde de la robotique, souvent, c'est pas pris au sérieux. Par contre, quand vous utilisez un robot qui a un très joli design, par exemple avec les autistes, si le design de Nao était différent, on n'aurait pas les mêmes résultats. On n'aurait pas la même confiance dans le robot, on n'aurait pas la même ouverture vers la machine. Donc le design est très important, et ça rentre dans la recherche en robotique. Donc il y a aussi des designers d'apparence, de plasticiens, etc. Après, ils utilisent le design, par exemple, eux, ils ont utilisé le design en forme d'ours, de gentil ours en fait, et un peu animal, pour justement aller lever des fonds en disant voilà notre originalité, c'est qu'au lieu de faire un humanoïde classique, on va faire une forme d'ours. Par contre, ils ne savent pas quel impact a la forme d'ours réellement sur les personnes qui interagissent. Et c'est pas évident, par les statistiques, on n'a pas grand-chose. Dès que vous devez évaluer quelque chose chez l'humain, en fait, c'est les statistiques qui vont vous permettre d'avoir des retours. Quand il n'y a pas beaucoup au niveau du ressenti, tout ce qui est ressenti, cognitif, kinesthésique, tout ça. Après, vous pouvez peut-être mesurer au niveau nerveux, peut-être, mais ça demande une infrastructure quand même assez grosse. Tout le monde n'a pas. En radiologie, on peut faire des choses, je pense. Mais en radiologie. Alors, comment vous voulez savoir? Là, je vais vous donner juste le petit truc qui va vous permettre de ne pas vous faire avoir quand on va vous vendre votre premier robot. Ou à la radio, actuellement, il y a des émissions sur la robotique, d'accord? Des fois, on vous dit des trucs, bon, ça fait un peu peur. Il n'y a pas longtemps, on a donné la citoyenneté à un robot. Citoyenneté, c'est un mot humain, donc il y a une ambiguïté sur le vocabulaire qui est phénoménale. Souvent, les gens utilisent des mots, ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans, en fait, puisqu'il y a une définition pour l'humain, une définition pour la machine. Intelligence, typiquement. L'intelligence de la machine, c'est pas la même que l'humain. Enfin, c'est le même mot, mais c'est pas la même fonction. Donc pour savoir si vous écoutez une émission à la radio et que la personne est effectivement compétente ou si elle est en train de vous vendre quelque chose, d'extraire vos imaginaires, d'exploiter vos imaginaires, je vous ai dit au début, le robot c'est une machine.
C'est-à-dire qu'il vous suffit finalement de remplacer le mot robot qui est chargé d'imaginaire, qui est chargé de fantasme, vous remplacez le mot robot par le nom de n'importe quelle autre machine. Une cafetière, par exemple. Une cafetière, typiquement. Et vous regardez si la phrase fait toujours sens. J'ai donné la citoyenneté à ma cafetière. Voilà, vous voyez, ça devient ridicule en fait. Il y a certaines choses qui deviennent. Vous parlez de l'intelligence de votre cafetière. Donc pour voir si vous faites bien la distinction entre le vocabulaire de l'humain qui est fantasmé sur le robot, humanoïde, de la science-fiction en fait, ou si vous parlez réellement d'une nouvelle technologie avec des applications réelles et réalistes de cette technologie et une éthique réelle et réaliste. Il y a beaucoup de projets actuellement qui sont développés pour que les hôpitaux s'équipent en robots. Donc il y a des moyens qui sont mis nationaux, qui sont mis sur la table pour que les gens puissent acquérir des robots. Tout type de robots, ça peut être des robots, par exemple dans les EHPAD, des robots pour nettoyer, passer l'aspirateur, etc., pour soulager le personnel en place. Donc l'outil, l'objet robot va réellement pénétrer le quotidien de l'hôpital très bientôt. Et je pense que c'est bien. Parce que... Hein, cette tâche, il va falloir revoir quand même les attributions des tâches, des aides-soignants. Alors pas forcément, parce que le robot arrive à un niveau où on peut se remettre à penser à l'humain en fait. Et je pense qu'il y a une réelle considération de beaucoup de gens, de beaucoup de responsables, qui dit que j'acquiers un robot, mais le but est que mon personnel en fait se sente mieux. Alors, réussir à dégager, il est tellement surchargé le personnel en fait qu'il devient agressif. Je veux dire, il n'est pas épanoui. Et je pense réellement qu'il y a eu une prise de conscience des responsables pour essayer d'apaiser un petit peu les charges quotidiennes du personnel. Donc actuellement, on n'est pas dans l'état, je prends un robot pour remplacer le service ou pour faire plus d'argent. C'est je prends un robot pour que mon personnel s'allège et s'affranchisse de tâches qui le surstressent en fait. Je pense réellement, il y a eu une prise de conscience assez conséquente. Mais c'est récent. Hein. Il y a très peu de communication là-dessus, très peu. Le gouvernement nous parle toujours de choses beaucoup plus conceptuelles. Ou alors, on ne dit pas qu'on achète des robots. Hein. Pour l'instant, ça n'a pas été tellement dans les années. Ils n'ont pas le temps, c'est pas. Non. C'est des blagues, excusez-moi, ils sont débordés. On donne des enveloppes, et dans ces enveloppes, qu'est-ce qu'il y a? On donne de l'argent, mais on ne dit pas concrètement qu'est-ce que les projets qu'il peut y avoir. Est-ce que il y a beaucoup de projets qui sont faits? Vous avez des exemples concrets? Peut-être en France, 3 exemples que vous auriez croisés avec le beau d'association? Dans le projet Robzheimer qu'on a fait avec Frosset, par exemple, Frosset, là, ils viennent d'avoir une enveloppe de 12 000 €, je crois, d'achat de matériel robotique. Et donc, eux, ils vont l'investir dans des aspirateurs, des robots qui vont laver les carreaux, aspirateurs, nettoyeurs de sol, des choses comme ça, en fait. Ça, c'était du personnel ménager. Mais ça ne remplace pas le personnel ménager. La masse salariale ne change pas. D'accord, ok. C'est ça. Par contre, les gens vont être affranchis en fait, de ces tâches pour pouvoir passer plus de temps avec les gens. Avec les gens. C'est pour ça que je dis, il y a quand même... là, il y a un réel désir d'essayer d'apaiser tout le monde. D'une partie, la masse salariale, bien sûr, qui sont stressées, mais dont le stress a un impact sur les populations résidentes dans l'EHPAD, en l'occurrence. Ouais. Où il y a des IME qui nous ont contactés aussi parce que ils ont une enveloppe et qu'ils voudraient utiliser l'approche robotisme. Ils voudraient qu'on vienne chez eux pour faire le truc. Donc, ils ont une enveloppe spécifique projet robotique où ils voudraient qu'on fasse l'accompagnement thérapeutique de leurs autistes, de leur population autiste locale. Il y a des startups qui sont soutenues. Par exemple, vous avez l'ECA aussi, qui est une startup française qui se charge de faire des robots de communication pour les très jeunes, principalement autistes. Les applications sont principalement autistes pour l'instant. Voilà, vous avez, ça bouge pas mal, hein. Il y a beaucoup de soutien, mais pas forcément là où on pensait le voir. En fait. C'est-à-dire d'un côté, vous soutenez les startups, elles ont beaucoup de mal à tenir parce que il faut travailler les usages. J'essaie de travailler les usages pour que les gens pensent à se dire, tiens, je vais leur prendre un robot. Mais il y a tellement de peur en fait que les gens n'achètent pas les robots. Donc les startups qui dépendent de cette vente de robots sont fragilisés par ça. Parce que les soutiens, c'est 5 ans, je crois, c'est plus. C'est un temps limité. Quoi. Donc si au bout de 5 ans, on n'a pas assuré la clientèle minimale qui fait survivre la startup, c'est ce qu'on fait.
plutôt à des initiatives assez locales, donc un plan d'action plus général ou enfin, parce que vous avez constaté. C'est des gens qui s'investissent pour essayer de tourner la page de l'histoire technologique. Mais ils sont, enfin, je pense que les populations sont en train de bien accrocher, de bien suivre. Non, c'est une période qui est intéressante, je trouve. Vraiment. Déjà, il y a un apaisement par rapport à l'objet robotique, il y a une fin de peur panique du « il va me piquer mon boulot ». Il y en a toujours qui sortent ce discours-là, mais finalement, ils sont de moins en moins nombreux. Et même au niveau, si vous écoutez un petit peu les discours syndicalistes par rapport à ça, puisque c'est eux qui représentent un petit peu la masse salariale, c'est de plus en plus apaisé, même s'il y a des robots qui apparaissent dans l'entreprise. En fait, parce qu'ils ont compris que le robot n'était pas là comme une concurrence. C'est pas une concurrence, c'est une machine. C'est vraiment une machine, quoi. Donc je trouve que les choses commencent à s'apaiser suffisamment pour qu'on puisse réfléchir et avancer vers le soulagement de cet aspect de la vie des citoyens. Au Japon, Corée, il semble plus évolué sur ces technologies. Quelles sont les raisons? Est-ce que tu as des raisons financières, des raisons éthiques, culturelles? Culturelles, beaucoup. Beaucoup. Ouais. Beaucoup culturelles. Hein. Au Japon, donc j'ai passé 2 ans au Japon, moi, à travailler sur les humanoïdes de taille humaine. Ils sont déjà, le robot, c'est un jouet pour eux. Donc c'est comme s'ils travaillaient dans la fabrication du jouet. Un jouet qui est là pour servir l'homme, en fait. Fait par l'homme pour servir l'homme. Donc ils n'ont pas cet arrêt de punition divine, ils n'ont pas une lame qui pend dessus de leur tête. Et du coup, il y a beaucoup, dès le plus jeune âge, ils font des concours de robotique et tout ça, c'est très, très à la mode. Hein. Donc ils sont familiarisés avec l'objet robot, en fait, dès le plus jeune âge. Et le plus jeune âge, c'est entre 2 ans et 4 ans. Hein, je dirais. Entre 2 ans et 4 ans, et il y a des petits qui assemblent, qui mettent les moteurs, etc., pour fabriquer un robot de compas. Voilà, comme ça. Donc c'est une autre culture. Culturellement, c'est autre chose. Après, ils n'ont pas non plus résolu les problèmes que je vous ai mentionnés ici. Hein. Donc là, la recherche est internationale. Il y a un très bon esprit, je trouve, dans la recherche internationale. Et tout le monde se connaît, tout le monde se fréquente. Enfin, vous voyez, c'est un petit monde hein, quand même. Et il y a l'esprit de collaboration, c'est-à-dire moi, j'ai vu du code passer de chercheur à chercheur. Et c'est pas un esprit de concurrence comme on pourrait l'imaginer. C'est vraiment une mise en commun des connaissances individuelles. Ouais. Et je pense, alors les entreprises, comme je vous disais, elles ont leurs contraintes, mais je pense qu'elles ont compris aussi qu'elles n'avaient pas intérêt à conserver le savoir, parce que ça les rend aussi vulnérables à la concurrence. C'est-à-dire, si elles conservent le savoir quand elles prennent ce savoir, elles ne sont plus rien. Alors que si elles le partagent, elles pérennisent ce savoir et elles le font évoluer. Elles le laissent évoluer, en fait. Ils se l'attribuent en fait en le diffusant, ce qui est assez curieux. Et je pense qu'il y a des entreprises qui ont compris ça aussi, donc qui organisent aussi pareil des systèmes de forums où les gens vont échanger du savoir et eux-mêmes vont alimenter en fait typiquement des fonctions pour les robots où vous pouvez maintenant télécharger plein de trucs gratuitement, mis à votre disposition, et vous-même allez refaire d'autres fonctions que vous allez mettre à disposition des autres. Vous voyez, un espèce de roulement comme ça pour dire que la connaissance revient au niveau de la population. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Ça va, je vous ai pas fait peur, je vous ai pas donné envie de partir en courant de cette société, de reconstruire un truc ailleurs. Ne vous inquiétez pas, même s'il y a des robots, je continuerai à vous parler. Enfin, les façons Twitter, elles sont plus maintenant sur l'intelligence artificielle, ce que ça appuie, que sur le robot. Alors, c'est juste une technologie, l'intelligence artificielle, comme une autre. D'accord, donc il n'y a pas raison d'avoir peur, c'est nous qui les fabriquons, je dirais, et pour vous. Donc voilà, après, il y aura toujours un crétin pour avoir une mauvaise utilisation d'un objet. Comme je dis, quand vous parlez à un humain, vous courez un risque à chaque fois. Parce qu'un humain, c'est un corps hormonal, donc tout ce qui fonctionne sur la chimie, ça peut exploser. Mais je trouve que ça se passe quand même plutôt bien. Même dans des endroits particulièrement explosifs, je trouve que ça se passe plutôt bien, de manière générale. Donc là, je pense qu'il faut avoir un petit peu confiance aussi. Ça va de toute façon bien se passer. Par contre, l'apprentissage de ce nouveau savoir, forcément, sera basé sur des accidents
locaux. Et il y aura toujours un crétin pour avoir une mauvaise idée. Alors la différence avec avant, c'est que maintenant le crétin peut toucher les populations à l'échelle mondiale. Alors qu'avant, c'était plus en local. Typiquement, un bon couteau de cuisine, c'est quelque chose de génial, mais vous avez eu Jack l'Éventreur, qui l'a utilisé complètement différemment. Heureusement, il n'y en a eu qu'un. Et c'était en local. Aujourd'hui, si vous avez un Jack l'Éventreur numérique, il peut atteindre la population mondiale. Donc il peut faire un dégât, par contre, il n'y en a qu'un. Et la question, c'est, ok, est-ce que j'arrête en fait certains développements parce que je risque de rencontrer un Jack l'Éventreur, alors que ça va changer littéralement la vie de dizaines de milliers de personnes, en mieux. Voilà. Vous voyez, est-ce que j'arrête de le faire parce que je risque de rencontrer une personne qui fait quelque chose de mal? Donc je pense qu'il faut aussi éduquer, aussi redevenir en fait responsable et vigilant. Rester vigilant par rapport aux usages qui sont faits, reprendre la main en fait sur ce qui se passe, notre éthique. L'éthique, c'est pas l'affaire du gouvernement, c'est notre affaire à nous, c'est notre éthique à nous. Donc je pense qu'il faut reprendre conscience de notre responsabilité dans ce qui se passe actuellement, typiquement au niveau de la violence, au niveau de l'acceptation de certaines choses, parce qu'on s'est reposé, ou on nous a demandé de nous reposer sur des systèmes officiels. Rappelez-vous, je vous disais, la contribution, quand elle est réduite juste au métier, c'est réduire en fait la diversité, c'est mettre le groupe en danger. Là, si toute la sécurité de la population repose sur le comportement de la police, en fait, c'est-à-dire que chaque individu ne porte plus cette responsabilité, en fait, c'est pareil, c'est mettre en danger en fait, le groupe. Donc il faut que chacun de nous redevienne responsable, vigilant et légitime dans la diffusion d'une éthique globale. Donc ils sont concernés, en fait, qu'on se réattribue les groupes, tout simplement. On va écouter votre conversation, monsieur. Ok, donc du coup, si vous avez d'autres questions, on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.